Donc bonjour, nous allons ce soir conclure le cycle des cours de cette année et je vais donc faire le second cours concernant la thérapie cellulaire. Je vous rappelle de façon un petit peu schématique que la semaine dernière, le plan vous le voyez figuré sur la diapositive, nous avons évoqué les différents types de cellules souches qui existent ou que l'on peut créer et évoqué en particulier qu'il y avait une grande notion de plasticité, on va y revenir à travers des exemples d'applications de ces cellules souches en termes de transdifférenciation et dédifférenciation. On va en parler tout à l'heure, encore une fois maintenant sous forme d'application. Et je vous avais décrit le fait qu'on pouvait créer des cellules souches pluripotentes, qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites ou IPS. Donc je vous ai expliqué quel a été le cheminement de la recherche qui a conduit à l'invention, c'est une vraie invention de ces cellules, et à en apprécier les caractéristiques. Et ce que l'on va faire maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est d'examiner avec vous quelles sont les applications que l'on peut en envisager en thérapeutique, mais on peut dire d'emblée, et je vous poserai la question à la fin, voir quel est votre sentiment, que les recherches dont je vais vous parler aujourd'hui sont des recherches qui n'auront pas une application immédiate pour les malades, mais qui ont un grand potentiel. On l'a déjà d'ailleurs vu en partie lors du cours précédent. Donc schématiquement, il y aura deux parties, donc un petit bonus, entre guillemets. Une partie qui concerne l'application des cellules souches pluripotentes et une seconde partie qui concerne, comme c'est inscrit là, dans la partie inférieure de la diapo, les applications des systèmes de transdifférenciation et dédifférenciation. Donc cette fois-là, c'est appliquer un phénomène physiologique, utiliser ses propriétés pour les appliquer en thérapeutique. Rappel de ces cellules souches pluripotentes idéales que nous voudrions utiliser pour traiter toutes sortes de maladies, notamment dégénératives. Pour que ces cellules exercent des fonctions qui nous satisfassent d'une part et qui ne soient pas dangereuses d'autre part, il faut réunir toutes les conditions qui sont sur cette diapositive, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc il faut que ces cellules soient équivalentes à des cellules souches physiologiques, qu'elles se comportent de la même façon, qu'elles aient les mêmes capacités de différenciation dans les différentes lignées cellulaires auxquelles elles sont capables de donner naissance. Donc ce qui implique que la reprogrammation génétique apportées par les facteurs que l'on place dans ces cellules, dont je vous ai parlé la dernière fois, ou qu'on pourrait modifier à l'avenir, sont d'une qualité telle que l'on reproduit effectivement le phénotype des cellules souches physiologiques, notamment les cellules souches embryonnaires. On a vu la dernière fois qu'il y avait beaucoup de similitudes, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais que lorsqu'on étudie en détail le profil d'expression des gènes, il y a des petites différences de ci, de là, dont on ne sait pas aujourd'hui si finalement elles sont importantes ou pas. Donc c'est une question qui n'est pas réglée. La deuxième condition, c'est que le génome de ces cellules soit stable, autrement dit, ne mute pas, qu'il n'y ait pas des réarrangements entre les chromosomes qui entraînent des modifications génétiques qui seraient évidemment susceptibles d'altérer grandement les caractéristiques fonctionnelles de ces cellules. Ce n'est pas une mince affaire parce qu'à chaque fois qu'on maintient des cellules en culture, et de fait, on va le revoir dans les exemples dans une seconde, chaque fois qu'on maintient en culture ce type de cellules, pendant des jours, voire des semaines, voire un grand nombre de semaines, ces cellules sont susceptibles d'être l'objet de modifications génétiques, de mutations. Les cellules mutent toujours. Donc, si c'est le cas, il faut sélectionner celles qui n'ont pas muté. Et en corollaire de la stabilité du génotype, il faut la stabilité du phénotype, c'est-à-dire que les caractéristiques de ces cellules ne se modifient pas. Or, ces cellules, elles peuvent modifier leurs caractéristiques, même si elles ne modifient pas leur génome. Donc aussi, il faut vérifier la stabilité. Si vous prenez les cellules à J0, J7, J15, J30, J60, que vous les congelez, vous les décongeliez 6 mois plus tard, etc., qu'elles se comportent toujours de la même façon. Et là aussi, ce n'est pas tout à fait simple, puisqu'il peut y avoir une certaine dérive. Il faut, en quatrième propriété, qu'elles soient capables de se différencier totalement dans le tissu désiré. On verra ensuite quel type de tissu, mais potentiellement beaucoup d'entre eux, avec un programme absolument fidèle à la physiologie, et qu'il n'y ait pas des cellules qui restent à mi-chemin, ou surtout des cellules qui restent en état initial indifférenciées, car je vous le rappelle et je vous l'ai montré, ces cellules souches, même les cellules souches pluripotentes embryonnaires physiologiques, sont tumorogéniques, c'est-à-dire qu'in vivo, dans un animal, donc aussi dans un être humain, elles sont susceptibles de provoquer des tumeurs. Donc il faut évidemment que ce point soit acquis à un niveau de reproductibilité et de très grande fréquence de cellules. Le cinquième point, c'est qu'une fois que les cellules sont placées in vivo chez un être humain, il faut qu'elles persistent. Si elles sont là pour 24 heures, ça ne va pas être très intéressant. Donc il faut qu'elles soient des propriétés d'une durée de vie in vivo importante. Et ça va dépendre évidemment d'une part de leurs propres caractéristiques, mais aussi de leur capacité d'interaction avec le milieu dans lequel elles vont être placées, l'environnement, la niche, comme on a maintenant l'habitude de dire,
Donc, autrement dit, il faut mettre les cellules au bon endroit au bon moment. Et derrière ces deux mots se cachent des facteurs très compliqués, on en verra quelques exemples. Et puis, je l'ai déjà évoqué, évidemment, il faut que ces cellules, d'une manière générale, ne soient pas tumorigéniques. Donc aujourd'hui, à vrai dire, dans l'état de développement de ces recherches, il n'y a aucun exemple où on ait vraiment atteint les caractéristiques, si on peut se cocher dans la case critères acquis, plus, 6 fois plus. On n'en est pas là aujourd'hui. Il reste des difficultés, même s'il y a un exemple d'application thérapeutique qui a été lancé, mais c'est plus anecdotique aujourd'hui qu'une vraie application médicale. Donc il faut avoir ça en tête. Et quand on a ça en tête, on va comprendre que tout ce que je vais vous raconter maintenant, on est au stade de la recherche expérimentale et qu'il va encore se passer un moment avant qu'elle puisse s'appliquer en médecine. Les efforts vont dans quelle direction? Dans pas mal de directions, parce que par contre, le potentiel de différenciation de ces cellules est extrêmement large, il est pratiquement sans limite, donc on peut songer à traiter beaucoup de maladies où on a besoin d'apporter des cellules ayant une fonction. Donc vous avez ici les exemples principaux, ce n'est pas une liste exhaustive, des recherches en cours, et certaines d'entre elles vont être évoquées dans le cours. Le pancréas, pour les sujets diabétiques, différents types de diabète sont des maladies relativement fréquentes, et les patients diabétiques perdent les cellules qui produisent l'insuline, les cellules des îlots bêta dits de longue errance. Donc évidemment, il paraît absolument logique que si on peut réimplanter à façon des cellules qui produisent de l'insuline, on devrait pouvoir traiter de façon efficace et pourquoi pas de façon stable les diabètes. Donc ce n'est pas un mince enjeu. Les maladies du foie, soit des maladies rares métaboliques où il y a un défaut enzymatique, donc si on peut apporter des cellules corrigées, les cellules en plus on les a modifiées au laboratoire en apportant un gène, donc une combinaison de thérapie cellulaire et génique, va permettre en théorie de corriger une telle maladie métabolique. Les cirrhoses, quelle qu'en soit la cause, des cirrhoses infectieuses, des cirrhoses immunologiques, des cirrhoses toxiques, alcooliques, donc qui en gros consistent en une destruction progressive du foie avec des réactions inflammatoires très pathologiques, on pourrait imaginer d'apporter des cellules hépatocytaires neuves qui remettent un foie en fonction. Système nerveux central, beaucoup à faire, on va en voir quelques exemples, l'ensemble des maladies neurodégénératives, la maladie de Parkinson par exemple, je vous en parlais tout à l'heure, mais aussi les conséquences dramatiques d'accidents vasculaires cérébraux qui entraînent la perte de fonction d'une partie du cerveau. Est-ce qu'on peut régénérer des cellules du cerveau? Non seulement il faut régénérer des cellules, mais il faut régénérer des circuits. Ce n'est pas une mince affaire. Les maladies de l'œil, maladies dégénératives de l'œil, la dystrophie, la DMLA, qui est une maladie progressive de perte de la vision chez les personnes âgées, les maladies génétiques, comme la rétinopathie pigmentaire, est-ce qu'on peut générer à façon et placer dans l'œil des cônes, des bâtonnets, donc les cellules de la rétine, qui permettent la vision. Les maladies musculaires, comme les myopathies par exemple, on va en voir un exemple. Et enfin les maladies cardiaques, enfin c'est encore une fois pas une liste exhaustive, on passe en revue toutes les grandes maladies, à vrai dire. Il manque que le cancer à la liste ici. Les insuffisances cardiaques, notamment secondaires, les infarctus du myocarde, perte de substance du muscle cardiaque, donc insuffisance cardiaque. Et est-ce qu'on peut régénérer du muscle cardiaque en plaçant des cellules au niveau du cœur? On verra encore une fois quelques-uns de ces exemples, mais voici les axes principaux de recherche actuellement en cours dans beaucoup d'endroits dans le monde, avec beaucoup de systèmes imaginatifs différents dont je vais vous parler de certains. Je vais détailler, en ce qui concerne les cellules souches pluripotentes, à des degrés divers, 5 exemples, soit sur les travaux qui ont été menés chez la souris, soit avec les cellules humaines chez la souris, soit chez le singe. Donc on se rapproche de la situation de l'homme. Donc je vais vous parler successivement du traitement de la drépanocytose, qui est une maladie des globules rouges, de l'hémoglobine. Je vais vous parler d'une maladie de la peau, un traitement d'une maladie génétique, chez la souris, épidermodysplasie bulleuse. Je vais ensuite évoquer la génération d'une certaine catégorie de cellules du cerveau qu'on appelle les oligodendrocytes, qui fabriquent la myéline, qui protège les nerfs, et le traitement d'une maladie héréditaire démyélinisante chez la souris. Je vais vous parler du traitement par des neurones générés à partir de cellules souches pluripotentes et le traitement d'une maladie de Parkinson induite chez le singe. Donc c'est la situation qui se rapproche le plus de l'homme, naturellement. Et enfin, j'évoquerai avec vous la génération des cellules bêta du pancréas, donc productrices d'insuline, cellules humaines, et en vue d'envisager un traitement, mais application pour l'instant, ces cellules n'ont été greffées qu'à des souris, pas à des êtres humains. Donc on va passer en revue ces 5 exemples, on pourrait en citer beaucoup d'autres naturellement, mais ça permet, je pense, d'avoir une vision un peu large, à la fois de ce qui est acquis et des difficultés restantes dans le développement de ces approches thérapeutiques. Drépanocytose, qui était un des tout premiers exemples, presque une espèce de preuve de principe, l'application des cellules souches pluripotentes. Le papier
dont j'ai dérivé cette image que je vais vous détailler dans un instant, il date de 2007. 2007, c'est l'année où les cellules souches pluripotentes ont été développées chez l'homme, et c'est l'année qui suit l'invention des cellules souches pluripotentes, 2006, chez la souris. Donc c'est une application qui a suivi immédiatement. Donc cette affaire ici, qui est un peu complexe, associe thérapie cellulaire et thérapie génique. Chez la souris, ça marche parfaitement bien. Transposition à l'homme est un peu plus compliquée. Donc le point de départ, c'est une souris qui a été génétiquement modifiée pour qu'elle reproduise le modèle de la drépanocytose. Donc la drépanocytose, je vous en ai déjà dit un mot lors du cours sur la thérapie génique, est une maladie caractérisée par une mutation du gène qui code pour la chaîne bêta de l'hémoglobine et qui font que les patients ont une anémie dite falciforme, et qui est une maladie extrêmement sévère qui entraîne aussi des accidents vasculaires, par exemple, cérébraux. Donc ces souris humanisées qui portent la mutation humaine du gène de l'hémoglobine, elles ont une anémie, elles ont la maladie. Donc ce que les chercheurs ont fait, c'est le groupe de Rudolf Jänich, qui travaille à Boston, qui est un grand chercheur du domaine. Et donc ils ont prélevé des fibroblastes au niveau de la queue, donc coupé un petit morceau de la queue de la souris, ils ont isolé les fibroblastes, ils les ont mis en culture. Donc ce sont des fibroblastes qui génétiquement portent la mutation, naturellement, même si elle n'a aucune importance pour les fibroblastes. Et ces fibroblastes, ils ont été modifiés pour en créer des cellules souches pluripotentes, selon le système qui a été mis au point par le chercheur japonais dont je vous ai parlé la semaine dernière, en y plaçant dans ces souris, à l'aide de vecteurs viraux, 4 gènes, OCT4, SOX2, KLF4 et CEMIC, donc 4 gènes qui codent pour les facteurs de transcription qui permettent la reprogrammation, en l'occurrence des fibroblastes, en cellules souches induites, donc IPS. Donc hop, on est à l'étape numéro 3, on a fabriqué des cellules souches pluripotentes qui proviennent de souris porteuses de la mutation du gène de l'hémoglobine. Étape 4, on fait la thérapie génique et on corrige la mutation qui est sur le gène qui code pour la chaîne bêta de l'hémoglobine par gene editing en anglais, par recombinaison homologue. Pour ceux d'entre vous qui étaient présents au cours sur la thérapie génique, j'ai parlé de cette approche qui consiste à corriger la mutation d'un gène en apportant la copie normale correspondante et une enzyme qui va couper l'ADN au bon endroit. Et il va y avoir ensuite un échange entre le morceau muté et le morceau non muté, au moins dans quelques cellules. Et donc ceci, on peut le faire. Ça marche assez mal, c'est ce que j'ai évoqué l'autre fois avec par exemple des cellules souches de la moelle osseuse chez un sujet après la naissance. Par contre, ça marche très très bien avec des cellules souches pluripotentes, parce que ces cellules sont en division continue, on peut les maintenir en division continue, et que ce système de correction génique nécessite la division des cellules. Donc ça marche très bien, donc ces chercheurs l'ont fait. Donc cette fois, on se retrouve ici, situation qui suit l'étape numéro 4, où il y a toujours les cellules IPS, mais ces cellules IPS, au lieu de porter 2 mutations sur les 2 allèles du gène de l'hémoglobine qui conduit à la drépanocytose, ont une mutation corrigée. Ça pourrait même être 2. Il se trouve que dans ces expériences-là, à l'époque, c'était une. Mais une, c'est déjà très très bien. Si on pouvait transformer un individu qui a les 2 mutations du gène de la drépanocytose dans ses cellules sanguines à une seule mutation, c'est le rendre pratiquement bien portant, donc ça serait formidable. Donc ces cellules ont été obtenues, et ces cellules, elles ont été mises en différenciation avec des facteurs adéquats. Vous allez voir dans d'autres exemples tout à l'heure que ce n'est pas une mince affaire, que c'est un processus très très long. Elle donne naissance à ce qu'on appelle des corps embryonnaires, donc des blocs de cellules. Ces blocs de cellules sont capables de donner naissance, pas très bien, mais un peu, chez la souris, c'est moins bien avec les cellules humaines, à des précurseurs des cellules sanguines, hématopoïétiques, donc en gros des cellules souches hématopoïétiques. Les cellules souches hématopoïétiques, elles ont été injectées à la souris, donc une espèce d'autogreffe, et c'est l'étape finale, numéro 7, et avec cela, on corrige l'anémie de la souris. Donc le principe, ça marche très très bien. Chez la souris, c'est relativement facile à faire. Enfin, ça prend quand même quelques semaines, c'est une technologie assez sophistiquée, mais c'est une affaire qui marche très très bien. La difficulté, c'est de transposer ça à l'homme. Il y a plusieurs étapes bloquantes chez l'homme. Il y a l'étape bloquante numéro 1, c'est celle que j'ai déjà évoquée, c'est non pas la numéro 4 parce que ça marche, on peut corriger les cellules souches pluripotentes, mais c'est la génération de cellules hématopoïétiques qui est le grand facteur limitant. C'est ici que ça bloque le plus pour envisager pour l'instant le passage à l'homme. Mais c'est une espèce de preuve de principe expérimentale très élégante, la première, à vrai dire, qui a été publiée utilisant des cellules souches pluripotentes expérimentalement pour corriger une maladie. OK. Alors après, les choses se compliquent parce qu'on essaie de se rapprocher de l'homme. Une autre maladie génétique qui s'appelle l'épidermodysplasie bulleuse, je vous en ai déjà parlé aussi au cours du cours sur la thérapie génique. C'est une maladie terrible, rare, où l'épiderme se décolle du derme parce qu'il manque une protéine qui est nécessaire
façon très très schématique pour permettre à l'épiderme de rester collé au derme. Donc ces malades, au moindre traumatisme, ça peut être juste en effleurant la peau, peuvent voir leur peau se décoller donc, et ensuite avoir comme un aspect de grand brûlé. Donc ce sont des maladies absolument épouvantables. Vous avez ici encore, c'est relativement limité, une lésion très importante sur le membre inférieur d'un malade. Vous voyez que toute cette région est à vif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'épiderme. Okay. Et c'est ça en permanence. Donc c'est une maladie effroyable. Donc ce qui a été fait ici, évidemment, le but, c'est d'essayer de traiter ces maladies, de créer des cellules de la peau, en l'occurrence des kératinocytes, des cellules de l'épiderme normales, qui n'est plus la maladie génétique, donc qui portent le gène normal. On va voir comment ça a été fait expérimentalement, de telle manière qu'on guérisse, ou en tout cas qu'on corrige une partie de ces lésions. Donc le protocole expérimental ici implique, à nouveau, il est, comme vous allez voir, assez complexe. Des fibroblastes et des cellules de la peau ont été prélevés, même affaire. On les modifie en apportant 4 FT, c'est-à-dire les 4 facteurs de transcription, les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans l'expérience précédente. Tout ça vient toujours du travail initial sur la création des IPS. Et on fabrique ici, ainsi, première étape, des cellules IPS, les lignées IPSC, comme c'est inscrit ici, qui dérivent de ce malade qui a cette maladie génétique. Donc à partir de là, on ne modifie pas plus ces cellules, c'est la partie du haut, donc ce sont des IPS qui portent la maladie génétique, et en bas, ce qui apparaît ici en vert, de la même façon que tout à l'heure pour le gène d'hémoglobine, il va y avoir une correction de la mutation par gene editing, c'est exactement la même histoire, je vous rappelle, on apporte une copie normale du gène, en tous les cas d'un segment du gène, et plus une enzyme qui coupe l'ADN exactement là où il y a le gène, et par un phénomène de recombinaison homologue, on peut corriger la maladie génétique. Donc ce qui est fait ici, donc on peut le faire dans toutes sortes de lignées cellulaires, pourvu que les cellules soient en division. Donc à nouveau, les IPS sont des cellules en division. Donc ces cellules sont corrigées, donc elles ne portent plus la maladie génétique, et les étapes suivantes vont être de différencier ces cellules IPS, je vous rappelle qu'elles sont pluripotentes, ce sont des cellules souches, et on va les différencier en précurseurs des kératinocytes, donc les cellules de l'épiderme, au laboratoire. Et on va cultiver ces kératinocytes de la même façon, de façon plus simple, qu'on peut cultiver des kératinocytes, les amplifier pour faire des autogreffes chez des individus qui ont eu des brûlures, par exemple. Et donc ces cellules-là, on va les tester sur leur capacité de repeupler la peau, non pas directement chez l'homme, on n'en est pas là, mais chez une souris, mais pour qu'elle ne rejette pas les cellules humaines, c'est une souris immunodéficiente, donc son système immunitaire n'existe pas. Sinon, la souris rejetterait immédiatement ces cellules. Alors, en plus, pour essayer de se rapprocher de ce qui pourrait être fait en thérapeutique, un truc supplémentaire, c'est que les 4 facteurs de transcription, ils ont été apportés ici avec des vecteurs viraux, et les gènes qui codent pour ces facteurs se sont intégrés dans le génome. De la même façon que nous réalisons certaines thérapies géniques actuellement, j'en ai parlé aussi la dernière fois. Mais le truc, c'est qu'à côté du gène de reprogrammation, vous avez ici l'image d'un, parmi les 4, sont ajoutées des petites séquences, ici en jaune ou en bleu, qui permettent de faire des éléments de recombinaison, à nouveau avec une enzyme adéquate. Donc si on traite ces cellules avec l'enzyme adéquate, qui s'appelle CRE, il y a un événement de recombinaison qui se fait entre la séquence ici, ça s'appelle LOXP pour les spécialistes, en jaune et en bleu, de telle manière qu'on peut dans un second temps, dans ces cellules, exciser ce gène. Donc si on craint que la présence du gène soit toxique dans un second temps dans les cellules traitées, on peut faire ce truc qui est assez astucieux et efficace, qui permet, in fine, d'avoir juste la petite marque de l'événement et la petite signature de l'événement de recombinaison, mais qui est toute petite séquence et qu'on peut considérer comme sans danger. Et on peut donc se débarrasser des 4 gènes, puisque une fois que la reprogrammation a été induite par ces 4 facteurs, on n'en a plus besoin. Donc c'est une avancée supplémentaire en vue d'une application thérapeutique. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Donc ça, juste pour vous situer, pour ceux notamment qui n'étaient pas là sur les cours de thérapie génique, donc dans la phase de recombinaison homologue, c'est-à-dire dans la phase qui est ici, la correction de la mutation, entre transformer les cellules ici en orange en vert, c'est une image naturellement, ce qu'on fait, voici le locus du gène qui est muté. La région mutée, elle est située dans les exons E2 et E3. Toute cette séquence est déficiente. Donc on apporte avec un vecteur la séquence normale. Donc schématiquement, les exons E2 entre E3 en vert ici ne sont pas mutés. Et on apporte en plus un gène qui code pour une enzyme qui va permettre de sélectionner les cellules corrigées. Donc le locus va être, quand il y a recombinaison, marqué par les petites flèches ici, avec l'insertion du vecteur AAV qui comporte ces séquences, on va retrouver un gène
qui est ainsi, qui est normal, sauf qu'en plus, en plein milieu, il y a un autre gène qui code pour une autre substance. Donc à ce stade-là, les cellules à ce stade-là vont être traitées avec une substance qui, s'il n'y avait pas ce gène-là, tuerait les cellules. Donc seules les cellules qui ont ce gène-là survivent. Donc ça permet de sélectionner les cellules dans lesquelles il y a eu l'événement de recombinaison que l'on souhaite. Donc de sélectionner un nombre de cellules qui est initialement assez faible. Mais on ne veut pas garder ce gène, parce qu'il pourrait être toxique. Donc on utilise le même truc que je viens de vous expliquer ici pour les facteurs de transcription. On les met en présence d'une enzyme qui va couper au niveau de ces séquences qui sont schématisées par les triangles noirs, qui sont les mêmes séquences dites LOXP, dans des systèmes qui sont bien connus en biologie. Et le produit final, il est pas mal, à vrai dire, parce que c'est le gène normal, il y a juste ce tout petit LOXP qui reste au milieu, mais qui ne nous embête pas du tout. Et donc on est parti d'un gène muté, on a un gène normal. Donc c'est le résultat. Dans des cellules, à ce stade-là, ce sont encore les cellules souches pluripotentes, mais ensuite on les différencie en kératinocytes et qu'on va pouvoir greffer, pour l'instant chez la souris. Okay. Qu'est-ce qui se passe chez la souris ? On va le voir dans une seconde, mais avant, je évoquais le fait que ce n'est pas une affaire simple, que dans ce protocole expérimental, toutes les étapes que je viens d'indiquer les unes après les autres prennent 110 jours. Okay. Il y a 110 jours de culture, presque 4 mois de culture des cellules. Donc je vous rappelle qu'on veut que pendant ce temps-là, les cellules ne bougent pas, n'aient pas de mutation, n'aient pas d'évolution de leur phénotype, enfin, elles fassent juste ce qu'on leur demande de faire, et rien d'autre. Mais maintenir des cellules 4 mois en culture, c'est une lourde affaire. Donc je vous rappelle, il faut induire les IPS, il faut les différencier, sélectionner les cellules qui ont la bonne mutation, enfin la correction de la mutation, les expandre pour qu'il y en ait plus sur d'autres cellules, des systèmes d'expansion avec cellules, sans cellules. Donc les cellules greffables, comme c'est marqué ici, 110 jours. Mais qu'on n'est pas dans des choses a priori très très simples à mettre en place. Mais enfin, c'est ainsi qu'on y arrive pour l'instant. Donc les kératinocytes qui ont été générés, si on regarde une des façons de s'assurer qu'ils sont des kératinocytes à peu près normaux, c'est de regarder, vous avez déjà vu ce genre d'image, je vous en ai montré, vous en avez sans doute vu dans d'autres circonstances, des profils d'expression de gènes, chaque petite bande correspond à un niveau d'expression de gènes, quand c'est vert c'est peu, quand c'est rouge c'est beaucoup. Donc vous voyez pour une série de gènes, ceux du haut, si on prend une cellule souche embryonnaire non différenciée, tous ces gènes-là sont très exprimés, ils sont rouges, et tous ceux-là sont verts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exprimés. Donc en gros, les cellules rouges sont les gènes rouges sont les gènes associés avec la notion de pluripotence, et les gènes verts sont les gènes associés avec les fonctions de cellules différenciées. Et ensuite, vous avez tout à fait à l'extrémité droite des kératinocytes contrôle, donc qui est extrait de la peau d'un individu normal. Et vous voyez que tout ce qui est rouge est en gros devenu vert, avec toutes petites exceptions près, et tout ce qui était vert est devenu rouge, non pas tout, une partie est devenue rouge. Donc le programme de pluripotence est perdu, c'est ce qu'on veut. Enfin, il est perdu dans ces cellules naturellement. Après, on va voir ce qu'il en est dans les cellules qui ont été modifiées. Et les marqueurs d'immaturité se sont devenus... les marqueurs de maturité qui étaient absents dans les cellules souches ont été acquis dans les cellules différenciées. Il y a du rouge qui est apparu à la place du vert. Donc, au milieu, sont toute une série de cellules souches pluripotentes induites par ce système, cette culture de 110 jours. Et vous voyez que schématiquement, ce n'est pas trop mal. C'est-à-dire que vous voyez que pour l'essentiel, pour toutes les lignes sont vertes, donc elles ressemblent aux lignes de kératinocytes contrôle, et que les marqueurs de pluripotence ont été perdus. Donc c'est ce qu'on veut. Il y a des petites nuances de variation, comme vous pouvez le voir, d'une lignée à l'autre et d'une lignée avec la cellule kératinocytaire. À l'inverse, les marqueurs de maturité ont été acquis. Globalement, vous voyez qu'il y a pas mal de rouge, mais que vous pouvez voir quand même qu'il y a des différences d'une cellule à l'autre, et qu'il y a quelques différences, par exemple, dans cette région-là, là, il y a 3 bandes vertes, qui sont 3 fois rouges ici. Donc il y a au moins 3 gènes dont le niveau d'expression diffère considérablement entre ce kératinocyte contrôle et cette cellule IPS différenciée en kératinocyte là. Toujours la même question, est-ce que ces différences comptent ou pas ? Très difficile à dire aujourd'hui. Globalement, c'est des images assez satisfaisantes, mais est-ce que les détails comptent ? Je ne sais pas. Si on regarde de façon plus précise, en comparant l'expression de gènes ici entre 2 lignées différentes de kératinocytes induits de cellules IPS, on voit qu'il y a une partie de gènes qui sont exprimés comme un, d'autres qui ne le sont pas, et qu'il y a quand même des variations, à nouveau, dont on ne sait pas encore si elles pourraient être gênantes ou pas. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Si on fait une greffe de ces cellules humaines kératinocytaires obtenues à partir de cellules souches pluripotentes,
si on les greffe sur la peau de la souris, ce qui est une expérience assez aisée à réaliser, donc encore une fois, une souris immunodéficiente pour éviter qu'elle rejette la greffe, à bout de 3 semaines, on a ce résultat-là qui est magnifique, absolument magnifique. C'est-à-dire que ce que vous pouvez voir en vert, c'est le collagène 7, c'est la substance qui manque dans la maladie. Et vous pouvez, à la limite, entre en haut, ce qui est en rouge avec en bleu des noyaux bleus, c'est l'épiderme, et en dessous, en noir, ici, c'est le derme. Donc, vous savez, l'épiderme et le derme qui sont les deux grands tissus de la peau. Donc, à la jonction entre les deux, c'est là qu'il y a normalement, comme c'est le cas aussi ici, le fameux collagène 7 qui permet de tenir les deux tissus ensemble. Et vous voyez qu'on a induit l'expression du collagène 7. Il est là, on le retrouve là, là, là. C'est un magnifique résultat, puisqu'on part de cellules où avant il n'y avait pas de verre. Il manque le contrôle, mais je peux vous dire que ces cellules sont dépourvues complètement de cette substance. Et on peut montrer aussi qu'il y a d'autres substances, d'autres protéines importantes qui viennent s'accrocher sur ce collagène. Donc c'est un magnifique résultat. Le grand hic, c'est que ce résultat, il se maintient 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, les cellules meurent. Et donc, pour l'instant, le système tel qu'il existe, aussi complexe qu'il soit, ne permet de générer des cellules kératinocytaires normales qui ne fonctionnent que 3 semaines. Évidemment, 3 semaines, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, comme vous voyez, là, nous sommes dans un système aussi sophistiqué qu'il soit. Je vous rappelle les multiples étapes nécessaires à la fois cellulaires et génétiques pour arriver à ce résultat. Mais ce résultat, qui est récent, c'est une publication de 2014, donc c'est vraiment l'état de l'art actuel, n'est pas tel que l'on puisse l'utiliser en thérapeutique. Il faut trouver les moyens d'obtenir en fait des cellules qui ne soient pas des kératinocytes matures, mais encore des précurseurs, donc qui soient capables de persister bien plus longtemps au niveau de la peau, et tout en n'étant pas tumorigéniques. Donc c'est une affaire de balance qui n'est pas tout à fait réglée aujourd'hui. Autre exemple, on peut dire autres exemples, parce qu'il comporte plusieurs maladies. Donc on va s'intéresser aussi au cerveau. Le cerveau, ce n'est pas une mince affaire non plus. Malheureusement, les besoins en médecine sont énormes. Il y a tout le champ des maladies neurodégénératives qui sont très fréquentes. Maladie de Parkinson, que je pense chacun connaît, qui est liée à une dégénérescence des cellules dans les noyaux gris centraux, donc des sections anatomiques très précises du cerveau qui contrôlent notamment les mouvements, et des neurones qui produisent de la dopamine, qui est très important dans cette fonction. Donc ces cellules sont perdues progressivement, expliquant cette maladie, qui est relativement fréquente chez les personnes âgées. La maladie de Huntington, qui est une maladie plus rare, heureusement, maladie génétique, qui est une perte plus diffuse de neurones, avec progressivement à l'âge adulte la perte à la fois de fonction motrice mais de fonction cognitive. La maladie d'Alzheimer, évidemment, qui est bien connue, avec globalement une dégénérescence neuronale globale liée à l'accumulation de protéines fibrillaires qui entraîne une réaction inflammatoire et la mort des neurones, ou SLA, c'est sclérose latérale amyotrophique, qui est une autre maladie dégénérative assez mystérieuse, dont les mécanismes ne sont pas bien compris aujourd'hui et qui affectent toutes les fonctions du cerveau. Donc, pour toutes ces maladies qui n'ont pas de traitement aujourd'hui, pratiquement Parkinson un petit peu, mais les choses ne sont pas tout à fait satisfaisantes, si on était capable d'apporter des neurones fonctionnels dans le cerveau et les substituer à ceux qui sont perdus, ce serait magnifique. Il y a déjà eu des tentatives thérapeutiques dans le passé, mais qui ont échoué, avec simplement, ce qui était une approche a priori logique, des greffes de tissus fétaux. C'est-à-dire qu'on prend du tissu fétal d'un cerveau, provenant par exemple d'un fœtus avorté, normal par ailleurs, et de greffer les tissus au niveau des zones lésées, par exemple au niveau des noyaux gris centraux en Parkinson ou d'autres lésions, les régions pour le Huntington. Le niveau d'efficacité est très faible, malheureusement. Il y a quelques malades chez lesquels il a pu être observé des petites améliorations transitoires, mais globalement, ceci est décevant. L'explication principale est que les cellules qui sont placées, qui ne sont pas au même niveau de maturité naturellement que les cellules du cerveau, n'établissent pas bien les connexions, c'est-à-dire les synapses, qui sont évidemment fondamentales dans le fonctionnement du cerveau. Il n'y a pas de connexion avec les neurones et donc pas de restauration de fonction. Par ailleurs, les cellules probablement ne survivent pas très longtemps, donc il n'y a pas de bonne intégration dans le réseau neuronal. Il peut même y avoir de temps en temps, ce qui est écrit ici sous forme de différenciation ectopique, c'est-à-dire que les cellules se placent de façon qui, anatomiquement parlant, n'est pas satisfaisante, et entraîner même des phénomènes parasites toxiques, comme des dyskinésies, c'est-à-dire des mouvements anormaux, ou même des épilepsies. Donc malheureusement, cette approche n'est pas ou peu efficace et peut même être dangereuse.
Donc ceci ne convient pas. Par ailleurs, il y a un second problème qui se pose, qui est indiqué sur le bas de cette diapositive, c'est qu'évidemment, si vous injectez des cellules dans le cerveau, elles ne vont pas migrer bien loin. C'est un organe solide, ce n'est pas de la moelle osseuse, donc c'est beaucoup plus compliqué que tout ce qu'on peut faire au niveau de la moelle osseuse, dont j'ai eu l'occasion de vous parler dans les cours précédents. La diffusion cellulaire est limitée, donc même si on avait un système efficace, il ne va l'être que localement. Donc pour les maladies comme la maladie de Parkinson, c'est peut-être encore acceptable parce qu'on veut traiter les noyaux gris centraux et pas le reste du cerveau. Mais pour beaucoup de maladies, typiquement Alzheimer ou la sclérose latérale amyotrophique, il faudrait pouvoir traiter tout le cerveau. Donc ça veut dire qu'il faut apporter des cellules dans de multiples régions. Ce qui n'est pas inenvisageable. On peut, par chirurgie stéréotaxique, envisager cela, mais évidemment, c'est un facteur de complexité supplémentaire. Donc juste pour vous situer les choses, sur le plan médical, aujourd'hui, la situation est que nous n'avons pas de thérapie cellulaire à proposer pour les patients qui ont des maladies neurodégénératives, pour ces raisons-là. Qu'est-ce qu'il en est dans des approches expérimentales? D'une façon générale, qu'est-ce qu'on peut envisager de faire? Puis après, on va voir les applications. Vous avez ici, c'est toujours le même point de départ, un être humain, donc atteint d'une maladie neurologique, mettons une maladie de Parkinson. On peut lui prélever un petit peu de peau, des fibroblastes, les transformer toujours avec les mêmes facteurs de transcription en cellules souches induites pluripotentes, il n'y a aucun souci, on peut faire ça, ceci a été fait. On peut éventuellement songer à utiliser les cellules souches embryonnaires d'un embryon, mais ils seront génétiquement différents et donc ça peut poser des problèmes de compatibilité. Et en tous les cas, avec ces cellules, que ce soit les cellules souches pluripotentes induites ou les cellules souches embryonnaires, on sait aujourd'hui, on va en voir des exemples dans un instant, les différencier avec une série de facteurs, des étapes très très précises qui ont été progressivement mises au point. On peut les différencier en cellules souches neuronales, donc de cellules capables de donner naissance à des neurones. C'est déjà un résultat important. Ces neurones, on peut ensuite obtenir qu'ils se différencient plus précisément, parce que cela est encore très large. Par exemple, pour donner les cellules de la glie, les oligodendrocytes, on va en parler, qui fabriquent la myéline, et pour traiter les maladies démyélinisantes. Et puis, on peut aussi les différencier dans les différents types de neurones. Il faut savoir que le neurone d'une région du cerveau a des caractéristiques très différentes des caractéristiques des neurones d'une autre région du cerveau. Mais on sait aujourd'hui assez bien, les scientifiques du domaine des neurosciences savent utiliser une série de facteurs qui permettent de fabriquer, par exemple, des neurones qui sont des progéniteurs de la rétine. Je vous rappelle que la rétine fait partie du tissu nerveux. Par exemple, des neurones dopaminergiques, donc ceux qui nous intéressent, donc qui sont les noyaux gris centraux pour traiter la maladie de Parkinson. On peut fabriquer donc des neurones qui s'appellent, je ne sais pas comment on dit en français, medium spiny, qui sont, semble-t-il, particulièrement intéressants pour la maladie de Huntington. Des neurones qui sont GABAergiques, donc qui utilisent ce type de médiateur dans la signalisation avec d'autres neurones. Ou encore là-bas au fond à droite, je n'arrive pas à lire, des neurones cholinergiques, donc qui fabriquent d'autres types de médiateurs. Donc on peut de façon très raffinée produire à façon les différents types de neurones qui ont des fonctions différentes et qui sont localisés dans des régions différentes du cerveau. Et donc envisager ensuite de les implanter dans le cerveau, dans une ou plusieurs régions, on a vu ça tout à l'heure, pour traiter ces maladies. Donc en théorie, on peut faire tout ça. Dans la réalité, qu'est-ce qu'on est capable de faire sur le plan expérimental? Voilà un exemple, encore une fois, très compliqué, mais c'est ce qui est faisable aujourd'hui, qui va être le traitement d'une souris qui a une maladie génétique, qui s'appelle la souris Shivrer. Et cette souris, elle a une maladie qui fait qu'elle perd la myéline. Donc, ce sont des maladies qui sont assez épouvantables, qui est mortelle. Vous allez voir que ces souris meurent rapidement, sans traitement, d'une maladie démyélinisante. Et donc, la cellule où la mutation provoque la maladie est essentiellement la cellule oligodendrocytaire, donc une des cellules du système nerveux, qui dérive de ces précurseurs neuronaux, qui sont les cellules spécialisées dans la fabrication des gaines de neurones autour du cerveau. Donc, est-ce qu'on peut envisager de traiter de telles maladies démyélinisantes en apportant des oligodendrocytes, sachant qu'il existe chez l'homme beaucoup de maladies démyélinisantes? Mais là, c'est donc un modèle murin. Donc ici, qu'est-ce qui a été fait en partant d'un oligodendrocyte humain, en l'occurrence, avec des cellules IPS, même histoire, on les différencie en oligodendrocytes avec des étapes successives. Donc, je vais vous passer les détails, je serai incapable de... Ce n'est pas du tout mon domaine et je serais bien incapable de vous donner les raisons, les explications exactes pourquoi on utilise tel facteur à tel endroit, mais à chaque fois qu'il y a du vert et du rouge ici, d'une part, ce sont des facteurs de transcription qui sont induits et qui définissent les différentes étapes de différenciation des oligodendrocytes. Il y a étape 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez les pré-oligodendrocytes qui expriment maintenant la molécule qui s'appelle NKX22, par exemple.
le stade suivant de ces oligodendrocytes matures, ils expriment d'autres protéines, etc. Et ils sont mis en culture dans des étapes successives qui durent 5 jours, 14 jours, 10 jours, 11 jours, etc., avec toute une série de facteurs de croissance, par exemple ici le FGF, qui est le facteur de croissance des fibroblastes, et d'autres, l'acide rétinoïque, d'autres substances. Donc c'est presque une forme de cuisine. D'ailleurs, il y a beaucoup d'approches assez pragmatiques dans ces affaires. Mais le résultat, c'est quand même au bout de 120 jours, donc à nouveau, c'est un processus extrêmement complexe et long, ce système permet de générer des oligodendrocytes qui sont des progéniteurs d'oligodendrocytes et qui ont été utilisés dans un modèle animal, immunodéficient à nouveau pour éviter le rejet des greffes, qui porteur de cette mutation SHI, donc chivreur, injection intracérébrale de ces cellules pour voir si on peut corriger le déficit en oligodendrocytes. Le processus dure 160 jours. Donc c'est absolument considérable et on voyait que nous en sommes encore qu'à une approche expérimentale animale chez la souris. Donc c'est une affaire longue et complexe. Quel est le résultat? Il est pas mal, mais il est, comme vous le voyez tout de suite, insuffisant. Donc ce sont des travaux récents, publiés en 2013. Donc vous avez la survie des souris. Donc c'est encore une fois une maladie extrêmement sévère par la perte de la myéline, c'est perte progressive de toutes les fonctions du système nerveux. Donc vous voyez que spontanément, c'est la courbe bleue. Les souris meurent, elles sont toutes mortes au bout de 160 jours de vie. Donc en 5 mois, un peu plus de 5 mois. La durée de vie normale d'une souris, c'est au moins 2 ans. Donc et vous voyez qu'elle commence à mourir à 3-4 mois de vie. Donc en rouge, c'est la courbe de souris traitées. Donc je vous rappelle, ce sont les mêmes souris, simplement on a injecté par une aiguille fine dans leur cerveau une certaine quantité, en l'occurrence 300 000 cellules qui sont des progéniteurs, donc ce n'est pas des cellules trop matures parce que sinon elles meurent trop vite. Donc à ce stade-là, des progéniteurs d'oligodendrocytes, en l'occurrence humains, mais qui fonctionnent chez la souris. Et le résultat, c'est quand même qu'on prolonge la survie des souris. Oui, indiscutablement, elles meurent plus tard, puisqu'il y a encore quelques souris en vie à 270 jours, donc ça fait 9 mois. Donc il y a une différence tout à fait significative, mais naturellement, vous voyez c'est une protection partielle, puisque ces souris meurent quand même anormalement après 9 mois. Presque toutes les souris devraient être en vie si elles n'avaient pas la mutation dite chivreur. Au niveau du cerveau, on peut voir en rouge, ce sont les cellules greffées. 7 mois après le traitement, donc à 7 mois on est là, 210 jours parmi les souris qui ont survécu. Vous pouvez voir qu'on peut détecter des cellules à peu près dans tout le cerveau. Et on peut montrer que ces cellules fabriquent de la myéline, qui est ici colorée en vert. Vous voyez qu'il y a une myéline à peu près dans tous les hémisphères cérébraux. Donc c'est un résultat qui est largement insuffisant pour une application humaine, mais qui est quand même une preuve de principe. Qu'il est possible de fabriquer in vitro des oligodendrocytes humains fonctionnels, que ces cellules fonctionnent in vivo dans le cerveau d'une souris et ont une capacité partielle de corriger une maladie génétique, sans toxicité apparente, pas de tumeur, etc. Donc c'est une étape non négligeable, mais à nouveau encore insuffisante pour passer à l'homme, parce que l'effet, même s'il est plus durable que celui observé dès que je vous ai décrit tout à l'heure concernant les cellules de la peau, reste un résultat partiel. Et on n'est toujours pas à l'abri, qu'au bout de temps qui peut être plus long que ces quelques mois de l'expérience, de phénomènes toxiques. Mais c'est un progrès. Autre exemple concernant la maladie de Parkinson, c'est peut-être même certainement le plus spectaculaire à mon avis de ce qui a été observé aujourd'hui, surtout que ce résultat a été observé chez le singe, et que le singe naturellement commence à se rapprocher beaucoup plus de l'homme. Donc il est possible d'induire une maladie de Parkinson chez le singe par une substance toxique qui va induire une mort des cellules des noyaux gris centraux, et donc générer une maladie qui ressemble tout à fait à la maladie humaine. Donc c'est un modèle pertinent. Donc ce que ces chercheurs ont fait, dans des travaux qui ont été publiés extrêmement récemment, c'est d'essayer de corriger, au moins sur un des deux hémisphères, les noyaux gris centraux d'un des deux côtés du cerveau, la maladie de Parkinson, en comparant avec l'autre côté. Donc le principe est similaire. Le point de départ, ce sont des fibroblastes qui ont été prélevés au niveau de la peau des singes. Ces fibroblastes ont été reprogrammés avec les mêmes 4 facteurs de transcription dont je vous ai déjà parlé en cellules IPS de singes, dans le cas présent. Ces cellules IPS ont été différenciées dans plusieurs étapes, donc c'est une étape encore une fois très très longue, en des neurones dopaminergiques de la partie moyenne du cerveau, donc des neurones très précisément qui sont ceux qui agissent physiologiquement au niveau des noyaux gris centraux et qui sont perdus dans la maladie de Parkinson. Et ces cellules, de les greffer donc dans un côté du cerveau, pour comparer ce qui va se passer avec l'autre côté du cerveau, et d'observer ces singes pendant 2 ans.
et au bout de 2 ans, de regarder l'état des singes, évidemment, cliniquement, et aussi ensuite de les sacrifier et de regarder ce qui se passe au niveau de leur cerveau. Ces expériences sont dures, il y a toujours une certaine émotion autour du travail expérimental effectué chez les singes. Il faut dire 2 choses, de mon point de vue. Premièrement, que je sais que ces expériences sont faites dans des conditions où les singes sont traités le mieux possible, et dans des conditions d'environnement qui sont assez sophistiquées. Et deuxièmement, chacun peut se faire son opinion, mais à mon sens, il n'est pas envisageable de considérer de traiter des patients atteints de maladie de Parkinson par ce type d'approche sans avoir au préalable testé dans des modèles qui sont les plus proches possibles de la situation humaine, et encore une fois, celui-là est très proche, le fait que cette façon de procéder soit efficace et ne soit pas dangereuse. Mais on a le droit, évidemment, de ne pas partager ce point de vue. En tous les cas, c'est ce qui a été fait, et ce qui a été obtenu, pas dans tous les singes, mais il y a un singe. Évidemment, on ne peut pas faire ça sur ce type d'expérience ne peut pas être mené sur un grand nombre de singes, mais vous avez ici le singe qui est suivi en vert, qui est un singe qui a récupéré, et ceci de façon stable pendant les 2 ans de l'expérience, une capacité de mouvement normal. Vous voyez que une des caractéristiques de la maladie de Parkinson, je pense que vous avez tous ça présent à l'esprit, c'est que ces personnes sont très handicapées dans les mouvements, donc ont très très peu de mouvements. Ce sont des personnes très statiques, très figées. Et donc ceci, évidemment, peut se quantifier. Vous avez donc une série de singes, soit contrôle, soit traités, mais chez lesquels le traitement n'a pas été efficace. Mais ce singe-là, et ce résultat est absolument spectaculaire, a récupéré, en correspondance avec le côté traité, a récupéré les mouvements normaux dans la zone normale, comme un singe normal, et ceci pendant 2 ans. Donc évidemment, il faut reproduire ce résultat, mais c'est un résultat qui est magnifique, absolument magnifique. Donc on peut montrer que ce singe traité, il a corrigé les temps de latence dans la mise en jeu des mouvements, parce que les mouvements sont à la fois ralentis, enfin peu nombreux, et aussi ralentis. Et donc c'est ce qui est mesuré ici, où il y a une perte du temps de latence, qui est une correction du temps de latence, qui est stable à 12 mois et 24 mois, ce qui est un très bon résultat, alors que du côté non traité, puisque les 2 noyaux gris centraux n'ont pas été traités, seulement un des 2, il n'y a pas de modification. Donc c'est vraiment un effet spécifique lié au traitement. Et on peut montrer en faisant des études dites de PET scan, c'est-à-dire on injecte un produit radioactif à durée de vie très courte. On peut mesurer l'activité métabolique liée à la consommation d'oxygène. C'est un examen qui se fait en routine pour surveiller par exemple des tumeurs chez l'homme, mais on peut utiliser ça chez la souris. Donc si on regarde la fixation d'une substance, en l'occurrence la dopamine, donc, qui va se fixer de façon. J'ai l'impression que ça marche. Si, ça marche. Qui se fixe de façon sélective, enfin en tout cas de façon prioritaire dans les noyaux gris centraux. Ça, c'est le cerveau contrôle d'un singe. Si on induit la maladie de Parkinson avec cette substance qui s'appelle MPTP, on réduit considérablement, vous voyez, la fixation de la dopamine marquée au niveau des noyaux gris centraux, tout simplement parce que les cellules sont mortes. Et donc ça, c'est l'effet du traitement. On ne revient pas à l'état normal, mais vous voyez quand même que de ce côté-là, qui est le côté traité, il y a une récupération non négligeable d'activité. Je ne sais plus à quel moment, j'ai oublié, cette mesure a été faite, donc c'est sûrement quelques mois après le traitement, donc qui objective le fait qu'il y a effectivement des cellules, des neurones dopaminergiques placés dans les noyaux gris centraux et qui fonctionnent puisqu'ils ont une activité métabolique et qui fixent la dopamine, et donc il en résulte un bénéfice clinique. Donc c'est un résultat que personnellement je considère comme le plus probant au stade expérimental aujourd'hui d'utilisation de cellules dérivées des IPS pour fabriquer un tissu et que ce tissu régénère une fonction perdue, en l'occurrence de la maladie de Parkinson. Mais c'est encore à l'état expérimental, petit nombre de singes, et il faut avancer prudemment, mais je pense que ça c'est une étape assez forte. Le problème de la problématique du diabète, qui est une autre problématique intéressante qui est abordée sur le plan de la médecine régénérative avec les IPS, est une circonstance qui est que, encore une fois, enfin vous le savez, je pense qu'on perd les cellules bêta du pancréas, soit processus auto-immun, c'est le diabète de type 1, soit processus métabolique, c'est le diabète de type 2, et ça touche beaucoup de monde. Évidemment, le traitement classique de ce diabète, c'est l'injection d'insuline. Et c'est, comme vous le savez, une astreinte extrêmement forte. Et d'autre part, ce n'est pas parfait et ça n'évite pas malheureusement toutes les complications du diabète, notamment les complications vasculaires avec l'âge. Donc des tentatives de correction complète
existe. Il y a déjà eu un certain nombre de tentatives, par exemple, d'allogreffe de pancréas. Donc on greffe le pancréas d'une personne qui n'a pas de diabète, comme on fait une greffe de rein, etc. Et au prix d'une immunosuppression, on essaye de maintenir ce pancréas fonctionnel sans que cette immunosuppression, en principe, ne soit pas trop toxique. Et de facto, les résultats sont plutôt décevants, bien qu'il y ait, je crois, quand même quelques succès, mais globalement, le taux de succès est faible. La morbidité et la mortalité même n'est pas négligeable, d'une part liée aux conséquences de l'immunosuppression et d'autre part aux conséquences du fait que le pancréas est un organe très fragile et qu'il peut relarguer un peu trop facilement des enzymes toxiques et qui crée des situations pathologiques difficiles. Donc c'est une approche qui n'est pas maîtrisée et qui est beaucoup moins bien maîtrisée que les greffes d'organes classiques, que sont les greffes de cœur, de foie, de rein, par exemple. On peut envisager de greffer des îlots dans le foie, mais on en greffe, c'est très difficile d'isoler des îlots, on en a très peu, et de fait, l'efficacité est faible, le nombre greffé ne permet pas vraiment d'avoir un effet bénéfique. Ou on peut, même il y a eu des tentatives de greffer ces cellules sous la muqueuse gastrique, mais le même problème de nombre existe, et donc l'efficacité est très faible. Donc les approches actuelles sont largement insuffisantes, malheureusement, pour pouvoir corriger de façon stable la production d'insuline chez des sujets diabétiques, quelle que soit la cause du diabète. Donc évidemment, si on est capable de disposer d'une source illimitée de cellules qui produisent de l'insuline, à partir d'IPS, de cellules souches qu'on aura différenciées en cellules bêta, ce serait formidable, pourvu qu'une fois qu'on en dispose, vous allez voir qu'on peut en disposer, qu'on en dispose aujourd'hui, qu'on puisse les greffer au bon endroit, qu'elles soient dans un environnement adéquat, et pour les maladies auto-immunes, qu'elles ne soient pas non plus l'objet à nouveau d'une attaque auto-immune. Donc il y a une série de problèmes qui se posent. Mais vous allez voir que quelques progrès ont été faits, mais pas encore suffisants pour l'application humaine. Ce qui a été fait, et ça c'est aujourd'hui tout à fait fonctionnel, enfin pas depuis très longtemps, vous voyez que ces travaux étaient publiés en 2014 en l'occurrence, ce sont les travaux de l'équipe phare dans ce domaine qui travaille à Boston, à l'université Harvard. Donc ce sont de la génération, comme vous allez le voir, de cellules bêta du pancréas, cellules humaines, à partir d'IPS, et vous allez voir que ces cellules sont capables, sous l'effet de la concentration du glucose, de produire de l'insuline. Quand les cellules du pancréas produisent de l'insuline quand le taux de glucose monte. C'est le principe de base de la régulation de la glycémie par l'insuline. Mais à nouveau, on tombe sur des protocoles expérimentaux lourds et complexes. C'est à peu près la même chose transposée au pancréas que ce que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple pour les oligodendrocytes. On parle de cellules IPS, donc humaines en l'occurrence. Je passe sur les étapes qui ont précédé. Fibroblastes, apport des gènes qui permettent la reprogrammation. Donc ces cellules vont passer à travers différents stades qui ont été progressivement décrits au cours des 5-6 dernières années. Énormément de travaux. Donc à chaque fois, il y a par exemple KGF, c'est le keratinocyte growth factor, RA, c'est acide rétinoïque. Certains facteurs, je ne sais même pas ce que c'est, je ne me souviens plus. ACT-A, je sais que c'est un facteur de transcription très important pour les premières étapes de différenciation des pancréas. Et on passe par des stades successifs d'endoderme, donc à partir de, vous vous souvenez que les cellules souches pluripotentes peuvent donner naissance à l'endoderme, au mésoderme, à l'ectoderme. Donc l'endoderme, qui est le tissu qui donne naissance à tout le tube digestif, donne naissance entre autres au pancréas. Et cet endoderme va se différencier donc, en plusieurs étapes de progéniteurs de cellules du pancréas. Et parmi ces progéniteurs de cellules du pancréas, on peut obtenir, selon les conditions qui sont ici en bas, on peut arriver jusqu'en bas à des cellules donnant naissance à des îlots bêta de Langerhans. Vous pouvez voir, si on fait l'addition, 3 jours plus 3 jours, 6, 8, 13, 20, 27 à 34 jours, sans parler des étapes qui précèdent ici. Donc à nouveau, c'est un processus complexe, même s'il est maîtrisé. Ces différentes étapes sont vraiment bien maîtrisées, mais c'est un processus complexe et long. Donc on va voir la propriété de ces cellules à l'issue de ce produit. Vous voyez ici que ces cellules en culture, mises en présence de glucose à des concentrations variées, vont se mettre à produire l'insuline, ce qui n'est pas le cas des cellules qui ont été différenciées dans un autre tissu, qui n'est pas les cellules de Langerhans. Donc effectivement, ces cellules sont fonctionnelles, ici dans d'autres conditions, nouvellement différenciées ou plus tardives. Elles maintiennent leurs propriétés de réponse au glucose sous forme de production d'insuline, ce qui est exactement ce qu'on leur demande, bien évidemment. Donc ces cellules, à nouveau, on peut les implanter dans des modèles expérimentaux, dans des souris. Le raisonnement et l'approche est la même que celle que je vous ai déjà décrite tout à l'heure pour d'autres modèles. Donc ici, les mêmes chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont greffé 5 millions de cellules bêta humaines, donc obtenues par ce système de différenciation d'IPS.
ils les ont greffés sous la capsule rénale, ce n'est pas un système physiologique, mais on sait que c'est un endroit où on peut greffer des cellules, de souris diabétiques et par ailleurs immunodéficientes, parce que si elles n'étaient pas immunodéficientes, ces greffes seraient rejetées. On est dans un système xénogénique homme-souris. Mais c'est juste le protocole expérimental qui veut ça. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe un résultat qui est assez satisfaisant, parce que ces souris-là, qui sont testées ici à différents temps après le traitement, vous voyez, 18 jours jusqu'à 4 mois, si on regarde la concentration de sucre dans le sang à jeun. Donc la concentration de sucre à jeun dans des souris normales, c'est comme dans les souris traitées, la concentration de glucose reste relativement basse, et même baisse, alors qu'elle est élevée, elle reste élevée chez les souris qui n'ont pas de production d'insuline. Si on leur apporte du glucose, c'est exactement ce qu'on appelle une hyperglycémie provoquée, qui est un test classique qu'utilisent les diabétologues pour faire un diagnostic de diabète. Si on regarde la concentration de glucose après l'apport de glucose, on peut voir que les souris traitées, ce sont les deux courbes-là, il y a des cellules qui sont à des stades différents, après l'augmentation du glucose, qui est normal, après l'avoir ingéré, on voit que la glycémie se normalise dans les minutes qui suivent sous l'effet de la production d'insuline. Alors que, le contrôle est en haut là, les souris diabétiques, auxquelles on n'a pas apporté ces cellules correctrices, ou si on a apporté des cellules correctrices mais qui ne sont pas les bonnes, qui ne produisent pas l'insuline, gardent une glycémie extrêmement élevée. Donc vous voyez que ces courbes-là sont assez encourageantes parce qu'elles sont proches des courbes que l'on obtiendrait avec des souris contrôle. Et si on regarde l'insulinémie, eh bien, dans des conditions où on a injecté du glucose, c'est-à-dire avec les colonnes noires, vous pouvez voir qu'il y a une production d'insuline qui se produit. Chaque nombre est une souris différente, alors que ça ne se produit pas dans les contrôles. Donc c'est un résultat qui montre qu'on est capable effectivement de générer au laboratoire des cellules de pancréas fonctionnelles, capables de produire de l'insuline sous l'effet du glucose, et qu'on peut montrer que ces cellules sont fonctionnelles en les implantant dans des souris. Alors, est-ce qu'à partir de là, on peut envisager rapidement la transposition à l'homme? Le problème est difficile. Il reste une série de questions qui sont indiquées, les limites qui sont aujourd'hui l'objet des recherches. C'est que l'environnement dans lequel ces cellules sont placées, là c'est sous la capsule rénale, on peut imaginer les mettre au niveau de l'estomac, difficilement dans le pancréas lui-même, qui est un organe extrêmement friable et fragile. Donc ça va être difficile de les mettre dans leur environnement physiologique. Et du coup, la difficulté, c'est qu'on sait que pour maintenir à long terme, évidemment c'est l'objectif, maintenir à long terme ces cellules fonctionnelles, il faudrait qu'elles soient dans leur matrice, dans leur environnement extracellulaire, à la fois cellulaire et non cellulaire, le plus physiologique possible. Et ça, aujourd'hui, c'est à peu près impossible à faire, encore une fois, parce qu'on ne peut pas greffer directement ces cellules dans le pancréas. Donc le moins mal qu'on puisse faire, c'est probablement l'estomac, ou peut-être le foie, mais ce ne sont pas des supports physiologiques qui font que probablement les cellules ne vont pas garder ces fonctions attendues le temps nécessaire. Et même si on est capable de les générer en très grand nombre, combien de cellules persisteront au bout de mois, voire d'années, il reste une question qui est non résolue. Et puis dans le cas du diabète de type 1, malheureusement, on ne répond pas à la question qui est le fait que la maladie est provoquée par une attaque du système immunitaire contre les cellules de pancréas, et donc les cellules générées, elles vont aussi être détruites à nouveau, la maladie va se reproduire. Donc il faut éventuellement envisager de trouver des solutions, soit l'immunosuppression, mais on vient d'autres considérations qui ne sont peut-être pas acceptables dans le domaine du diabète, et soit de trouver des trucs, c'est-à-dire un système de protection des cellules, c'est-à-dire de les mettre dans un environnement qui les mette à l'abri du système immunitaire, donc qui soit tolérable par l'organisme, qui soit biocompatible, donc ça c'est tolérable, qui laisse passer l'insuline, parce qu'il faut bien que l'insuline entre dans la circulation sanguine, mais qui soit imperméable aux cellules du système immunitaire. Il y a énormément de travaux de recherche qui sont faits dans ce domaine depuis très longtemps, on va dire. Mais c'est une affaire difficile qui n'est pas réglée aujourd'hui. Donc vous voyez les limites. À la fois un résultat qui est assez spectaculaire, mais qui n'est pas réglé aujourd'hui. Ouais. Excusez-moi, est-ce que c'est possible d'envisager une bactérie qui pourrait vivre en nous, construite de façon à sécréter de l'insuline à l'issue d'un stimuli glucose si elle a les bons récepteurs, et comme ça qu'elle survive et qu'elle reste en nous? Alors cette idée d'une flore intestinale thérapeutique modifiée, elle est probablement difficile à envisager pour le diabète, enfin pour la production d'insuline, pour une série de raisons. C'est que la production d'une protéine au niveau de l'intestin
n'implique pas que cette protéine va être absorbée. C'est bien d'avoir de l'insuline au niveau de la surface de l'intestin, mais l'insuline, il faut qu'elle soit dans le sang. Et il ne faut pas qu'elle soit dégradée entre les deux. Alors, les protéines qui sont dans l'intestin sont dégradées pour l'essentiel, d'une part, et que la concentration physiologique de glucose de l'intestin n'est pas la concentration physiologique dans le sang. Donc je pense que le système, a priori, me paraît difficile. Mais l'idée n'est pas du tout farfelue. Hein. Actuellement, il y a des efforts de recherche thérapeutique qui consistent à mettre des agents, par exemple, anti-inflammatoires pour traiter des maladies de l'intestin, c'est assez logique, dans des bactéries, pour que soit délivré localement, au niveau de l'intestin, le produit anti-inflammatoire. On a parlé il y a 4-5 semaines de l'anti-TNF comme traitement des polyarthrites ou de la maladie de Crohn, maladie inflammatoire de l'intestin. Il y a des gens qui essayent de mettre l'anti-TNF ou des équivalents dans des bactéries pour avoir une efficacité locale. Donc l'approche dans l'absolu, elle est intéressante, mais elle est intéressante a priori pour les maladies de l'intestin, pas pour ce type de dérive. Donc voilà pour à la fois ce qu'on peut faire et la limite du système. Donc on n'y est pas encore à ce qui est là. Pourtant, ceci existe. C'est juste pour un moment de détente. Cette dame-là, qui s'appelle Masayo Takahashi, c'est une médecin-chercheur japonaise qui a eu son heure de gloire l'année dernière, parce que pour la première fois au Japon, à mon avis de façon un peu surprenante, cette dame qui travaille sur les pathologies de la rétine a obtenu l'autorisation de faire un essai thérapeutique, c'est la première fois au monde, avec des IPS qui ont été modifiés pour donner naissance aux cellules de la rétine. Donc implantation sous la rétine, comme pour les thérapies géniques dont je vous ai parlé la dernière fois, de cellules de la rétine avec l'espoir qu'elles vont se mettre bien dans la rétine et se connecter comme il faut pour être capable de transmettre des signaux lumineux. On ne connaît pas les résultats aujourd'hui, personne n'a entendu parler des résultats. Je serais extrêmement surpris que ça fonctionne, parce que même expérimentalement, c'est un domaine où c'est assez difficile d'envisager que ces connexions s'établissent de façon adéquate. Si on interroge les spécialistes, en France, José Sahel, par exemple, il est extrêmement sceptique sur l'idée que cette approche va fonctionner. Donc, ce n'est pas un bon exemple scientifique, mais symboliquement, il a quand même une certaine importance. Cette femme, d'ailleurs, travaille quand même dans un institut renommé, un centre Riken d'études de biologie du développement au Japon. Mais il y a quand même le symbole de la première fois qu'on a essayé d'utiliser ces cellules pour une thérapeutique chez l'homme. C'est probablement pas la bonne maladie, pas encore le bon moment, mais enfin, ça s'est fait, à ma connaissance, à ce jour, mais enfin, le recul n'est pas lointain, parce que cette affaire-là date du vendredi 12 septembre 2014. Enfin, c'est le moment où elle a fait une déclaration, mais je ne sais pas combien de temps c'était après qu'elle ait traité les malades. Enfin, c'est assez récent. On n'a aucune notion d'efficacité, je pense que s'il y en avait, on le saurait. Il n'y a pas de notion de toxicité, on peut espérer que s'il y en avait eu, on le saurait aussi. Donc c'est le domaine du symbole, ce n'est pas le domaine de la réalité, et bien ainsi qu'il faut le prendre, mais qui indique quand même qu'on s'approche du moment où en médecine on commencera à tester l'effet de telles cellules souches. Voilà, donc ça c'était l'approche avec les IPS. Donc il y a une seconde approche qui est peut-être plus simple d'une certaine façon, on va voir, mais qui pose aussi ces problèmes, qui est d'utiliser les propriétés qui existent physiologiquement de cellules, de se transdifférencier ou de se dédifférencier. Donc je vous rappelle ce que c'est. Vous avez déjà vu, ceux qui étaient là la semaine dernière, ce type d'image. Le principe de roadmap, donc de parcours des cellules dans des schémas de différenciation. Peu importe le tissu, c'est le principe qui compte. À partir d'une cellule ici, elle va donner naissance à une cellule souche du tissu bleu et une tissu jaune. Le bleu va donner un progéniteur et des cellules matures, par exemple de deux types, M1 et M2. La cellule souche 2, elle va donner naissance à des progéniteurs 2 qui donnent 3, 4, 5, les cellules 3, 4, 5, le cell A6, 7. Bref, on a un système ici arbitraire où d'une seule cellule souche, on obtient 7 cellules différentes et qui est le principe de base qui se passe de différenciation dans tous nos tissus. Si on prend les neurones, cellules souches neuronales qui vont donner les cellules de la glie, des neurones spécialisés, etc. etc. Cellules du sang, c'est le même principe. Donc la dédifférenciation, c'est le phénomène physiologique que l'on rencontre après des lésions dans l'organisme pour réparer des tissus. Je vous en ai montré des exemples la semaine dernière. Ça va être le fait, par exemple, que la cellule M7, donc une cellule mature, va être capable de se dédifférencier, de remonter à contre-courant du schéma normal de différenciation pour donner naissance à des cellules souches S2, ou que P3, qui est plus proche, va le faire. Donc est-ce qu'on peut utiliser cette propriété? Est-ce qu'on peut modifier les cellules, leur donner le signal, les instruire à faire ce qu'elles savent faire de temps en temps physiologiquement, dans des situations d'attaque, de stress, de lésion, de produire des cellules souches in vivo, in situ, et de reconstituer un organe.
Idem avec la transdifférenciation. Donc ici, le principe, c'est par exemple la cellule M2 va donner un bleu, va donner M7, ou M5 va donner M7, ou M6 va donner M7. C'est le même principe, mais on part d'une cellule mature qui aboutit à une cellule mature, sans forcément remonter à une cellule souche. On sait que ce processus-là, il existe aussi physiologiquement. Je vous en ai montré des exemples de réparation, notamment des canaux biliaires, des hépatocytes, etc., la dernière fois. Est-ce que ça peut fonctionner? A priori, on va dire c'est pas possible, c'est quelque chose qui paraît extrêmement complexe. Vous allez voir qu'expérimentalement, on peut obtenir des résultats intéressants, et des résultats qui sont d'autant plus intéressants que la cellule de départ est proche de la cellule d'arrivée, ce qui intuitivement est raisonnable, c'est-à-dire par exemple que dans ce modèle-là, que la cellule P3 sera plus fonctionnelle que la cellule M7 pour fabriquer S2, parce que le chemin à parcourir est plus court. Le chemin à parcourir, ça veut dire en biologie que le niveau de reprogrammation cellulaire, donc du fonctionnement de toute une série de gènes dans le noyau, est plus simple, toute proportion gardée, pour la cellule P3 qui se transforme en S2 que la cellule M7 qui a un beaucoup plus long parcours, beaucoup plus de gènes à modifier pour se transformer en S2. Ici, idem pour la transdifférenciation. La probabilité que M6 donne M7 est beaucoup plus grande que la probabilité que M2 donne M7. Mais on va voir maintenant une série d'exemples de tentatives d'application de ces deux processus de dédifférenciation et de transdifférenciation en médecine régénérative. Encore une fois, on n'a pas atteint le stade de la médecine. Pour l'instant, c'est la recherche. Donc ce qu'il faut obtenir ici, les contraintes, les questions posées, c'est identifier la source appropriée de cellules. Est-ce qu'il faut prendre M7, P3 ou M4 ou je ne sais pas quoi? Il y a beaucoup de possibilités. Il faut identifier la stratégie de conversion. Comment on va faire passer qu'est-ce qu'il y a derrière la flèche noire ici? Comment on passe de P3 à S2? Avec quels signaux on peut induire ce phénomène? Les facteurs de reprogrammation. Comment on peut injecter ces cellules in vivo pour qu'elles soient au bon endroit au bon moment? Combien il faut de cellules? Il faut être sûr, là on rejoint des questions qui sont partagées avec les cellules souches pluripotentes, de l'identité moléculaire et phénotypique de la cellule reprogrammée, autrement dit qu'elle exprime les bons gènes, elle a les bonnes molécules et la fonction attendue, et qu'elle ne va pas se mettre à faire autre chose. Si on veut fabriquer une cellule des îlots de Langerhans du pancréas, on n'a pas envie qu'en route, elle se transforme dans une cellule qui fabrique les enzymes qui coupent les protéines et qui sont aussi sécrétées par le pancréas, à titre d'exemple. On peut aussi faire que l'environnement, c'était un point que j'ai déjà évoqué tout à l'heure pour les cellules des îlots de Langerhans dans le pancréas, il faut que les contraintes imposées par le tissu hôte soient adéquates. Donc il y a un environnement, il y a toujours un échange de signaux avec l'environnement, et donc que ces cellules puissent se développer physiologiquement et promouvoir donc une intégration fonctionnelle des cellules dans un tissu. C'est facile à écrire, c'est beaucoup plus difficile à réaliser. Donc que ces cellules deviennent part d'un tissu physiologiquement comme si elles avaient toujours été là, schématiquement. Et ça implique beaucoup d'étapes d'interaction, de phénomènes biologiques entre ces cellules et les cellules au sein desquelles elles sont placées. Donc les contraintes ne sont pas minces, et on va voir ce qui a pu être obtenu aujourd'hui, en sachant qu'il y a schématiquement deux approches possibles, on verra des exemples des deux. C'est de tentative de conversion in vitro, donc on prend une cellule, on l'extrait du corps, on donne les signaux adéquats pour la convertir dans la cellule que l'on cherche à obtenir, des neurones, des cellules cardiaques, on va voir des exemples, ou encore mieux, conversion in vivo, on ne sort pas les cellules du corps, on va aller les modifier là où elles se situent, on va voir comment, pour fabriquer à nouveau, pourquoi pas, du pancréas, des neurones, etc. etc. Donc je vais vous montrer maintenant quelques exemples de résultats récents de différents travaux qui ont été menés de par le monde et qui cherchent à développer donc ces tissus par ces approches de dédifférenciation ou de transdifférenciation in vitro ou in vivo. Premier exemple, au niveau des neurones, qui est une tentative qui cherche in vivo à convertir des astrocytes, donc qui sont une des cellules des tissus du cerveau, en neurones, dans un contexte, le facteur inducteur, mais qui est un facteur inducteur qui malheureusement reflète une pathologie, qui est celui d'un accident vasculaire cérébral expérimental chez la souris. Donc ici, une petite souris qui a un agent inductible qui va permettre de modifier des cellules et de les suivre avec une couleur qui est le jaune, YFP. Donc on va voir les cellules ici en jaune, les astrocytes, on a placé ce gène dans une situation telle qu'il ne peut s'exprimer que dans les astrocytes. Je vous fais grâce des détails expérimentaux. Et donc cette souris, dont on induit l'expression de la couleur jaune, du gène qui permet la marque jaune des cellules,
on crée un accident vasculaire cérébral, donc une ischémie, on arrête la circulation d'une partie de son cerveau, et on regarde ce qui se passe au cours du temps. Et ce dont on s'aperçoit ici, c'est que les quelques astrocytes qui sont vus ici en jaune et en vert vont donner naissance à des cellules rouges, dont le marqueur rouge ici en fait, est artificiel naturellement, avec un marquage d'anticorps qui est d'une protéine qui n'est présente que dans les neurones. Donc vous voyez apparaître un certain nombre de neurones en rouge et qui correspondent, on peut le démontrer par les doubles marquages, à la transformation des astrocytes, qui sont toutes les autres cellules qui sont ici, en neurones dans la condition d'un événement majeur qui est un accident vasculaire cérébral. Donc évidemment, c'est un stress majeur, mais qui montre qu'il y a une capacité ici de conversion. Donc là, on est absolument dans un système de transdifférenciation, où on passe d'un astrocyte à un neurone. Donc si on les suit pas trop lointaines les unes des autres, dans mon petit schéma, là, on peut dire schématiquement que c'est du M5 qui passe à du M7. C'est une vision un tout petit peu schématique des choses, pas trop lointaine, et qui donne naissance à un neurone. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que cette approche elle pourrait être suffisante pour compenser les dégâts d'un accident vasculaire cérébral? Ce n'est pas absolument évident, mais au moins ça montre qu'il y a la possibilité de générer ces neurones. On peut montrer après 7 semaines après l'événement que ces neurones expriment ici des marqueurs DCX et NEN qui sont ASCL1 et DCX qui sont des marqueurs spécifiques des neurones, ce sont vraiment des neurones. Ce ne sont pas des cellules à moitié des neurones, à moitié des astrocytes, etc. Et on peut montrer ça par marquage in vivo. Ici, c'est l'expression de NEN, plus le marqueur YFP qui était présent dans les cellules initiales. Donc le double marquage vert-rouge, qui donne du jaune, démontre que ce sont bien les astrocytes, qui étaient marqués ainsi, qui ont donné naissance aux neurones, ne sont pas des neurones qui existent par ailleurs. Donc ça démontre ce phénomène. Et on peut montrer que, et ça c'est peut-être intéressant pour la thérapeutique, que ce phénomène de transdifférenciation, il dépend d'un facteur qui est très connu dans la biologie du développement, qui s'appelle Notch1, qui induit toute une série d'événements biologiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut manipuler pharmaceutiquement Notch1 et donc amplifier ce phénomène. Donc il est une voie de recherche, c'est vraiment une voie de recherche à un stade assez précoce, mais encore une fois, travaux récents, 2014 ici, c'est qu'on puisse utiliser ce phénomène de transdifférenciation induite par un événement majeur, un accident vasculaire cérébral, de l'amplifier par un médicament qui agit sur ce facteur Notch1 et qui augmente une conversion génique et la refabrication de neurones dans des tissus qui ont été lésés par la perte de l'apport vasculaire de l'accident vasculaire cérébral. Donc voilà un premier exemple, même qui est une approche encore tout à fait expérimentale. Deuxième approche, on revient aux cellules des îlots bêta, aux cellules bêta des îlots de Langerhans. On en a déjà parlé tout à l'heure pour les cellules souches pluripotentes. Maintenant, on va voir si on peut générer ces mêmes cellules à partir de cellules du pancréas. Je vous rappelle ici que dans un pancréas, il y a plusieurs types de cellules. Il y a les cellules alpha, qui sont du glucagon, les cellules bêta, il y a aussi des cellules delta. Et on sait qu'avec certains facteurs de transcription, PAX4, PDX1, on peut transformer une cellule alpha en cellule bêta, il faut aussi en inhiber un autre. Donc est-ce qu'on peut jouer sur ces propriétés pour faire la conversion génique, la transdifférenciation entre les cellules alpha et les cellules bêta pour traiter les diabétiques? Donc on sait au laboratoire modifier aussi des cellules, des canaux, c'est autre exemple du pancréas exocrine avec certains facteurs de transcription ou certaines cytokines qui sont indiquées ici. Je crois que les détails n'ont pas en soi d'intérêt. Mais on peut transformer les cellules acinaires, donc des acinies, qui sont donc les cellules qui produisent normalement la trypsine, par exemple, qui sont importantes pour la digestion. Donc ces cellules, elles ne vont plus produire les enzymes protéolytiques et elles vont se mettre à produire de l'insuline. Et idem avec les cellules ductales, donc des canalicules qui conduisent le produit des enzymes pancréatiques. On peut aussi les modifier. Donc il y a 3 sources de cellules du pancréas qu'on peut convertir par transdifférenciation au laboratoire avec les facteurs qui sont indiqués ici en cellules bêta. Est-ce qu'on peut utiliser ces propriétés à une échelle telle qui conduise vers la thérapeutique? On y tend vers, en tous les cas, voilà ce qui a été obtenu chez la souris, où ici c'est donc une conversion in vivo. On va modifier in vivo les cellules de telle manière que des cellules du pancréas qui ne sont pas évidemment les cellules produisant l'insuline, deviennent des cellules capables de produire de l'insuline. Donc il y a le marquage de l'insuline ici en rouge. Ça, c'est une souris sauvage, un fragment de son pancréas, et vous avez ici un îlot de Langerhans
avec les cellules bêta qui produisent l'insuline. Et ici, vous avez le résultat thérapeutique d'une souris dont on a reprogrammé la capacité de cellules du pancréas à fabriquer de l'insuline par en fait une thérapie génique qui a consisté, avec des vecteurs viraux, à injecter in situ dans le pancréas des virus qui produisent des facteurs de transcription, on va voir lesquels, qui permettent, il en faut 3, qui reprogramment les autres cellules du pancréas en cellules de Langerhans. Là, vous avez un joli, ça c'est assez joli, parce qu'un îlot a été produit grâce à cette conversion génique, sinon il n'y aurait rien du tout, il n'y aurait pas de rose. Et de ci, de là, ça c'est moins physiologique, mais vous voyez des cellules converties. Donc ce travail-là, qui a été publié il y a déjà quelques années, ils ont testé successivement toute une série de facteurs de transcription dont ils connaissaient le fait qu'ils avaient un certain rôle dans les événements de différenciation des cellules bêta des îlots de Langerhans. Vous voyez, un par un, ils ont essayé de voir qu'est-ce qu'ils obtenaient comme cellules qui avaient les caractéristiques, étaient capables de produire l'insuline et qui avaient aussi un marqueur colorant qui était lié à un gène qui est apporté avec le facteur de transcription. Donc on voit que certains d'entre eux donnent un petit résultat, ceux-là pas du tout, mais le meilleur résultat, il est obtenu avec une combinaison de 3 facteurs, qui s'appelle NGN3, PDX1 et MAFA, et ce qui permet de convertir un maximum de cellules pancréatiques non productrices d'insuline en cellules productrices d'insuline. Donc 3 facteurs de transcription sont nécessaires et suffisants, apportés par une thérapie génique, si vous voulez, permettant in vivo la conversion de cellules pancréatiques en cellules produisant l'insuline. Est-ce qu'on peut utiliser ces cellules expérimentalement chez la souris? Oui. Voici la situation où on induit un diabète par une substance toxique, c'est la streptozocine, qui détruit les cellules de Langerhans. Donc à partir de là, une souris non traitée va avoir un diabète avec un taux de glycémie très élevé. Une série sauvage normale a une glycémie normale au cours du temps. Et voilà ce qui se passe chez une souris traitée. Donc on a injecté, selon le protocole expérimental que je viens de vous montrer, in vivo, dans le pancréas de cette souris, 3 facteurs de transcription qui permettent de convertir une fraction des cellules de pancréas en cellules productrices d'insuline. Et le résultat n'est pas parfait, mais vous voyez qu'il est bien meilleur que la situation de la souris non traitée, puisque même s'il y a un pic de glycémie initiale, mais à ce stade-là, c'est juste le moment où elle est traitée. Ensuite, vous voyez que la glycémie n'est pas normalisée, mais elle est quand même infiniment moins élevée que la glycémie de la souris contrôle. Donc ceci démontre qu'on peut expérimentalement modifier in vivo à l'aide de 3 facteurs de transcription des cellules du pancréas non endocrines en pancréas endocrines producteurs d'insuline, ce qui est un résultat assez encourageant. Ici, l'effet est observé pendant 9 semaines. Est-ce qu'on peut aller plus loin et envisager d'appliquer cela chez l'homme? Il y a encore pas mal d'étapes à franchir sur l'absence de toxicité, surtout, je l'ai déjà évoqué comme dans la liste des questions pas forcément résolues aujourd'hui, sur la durée de l'effet. Et le nombre de cellules, et encore une fois que les cellules arrivent à se reconstituer en ce qui est là, ça c'est très joli. Ça. Et ce qu'il faudrait, c'est que les cellules ne soient pas éparpillées ainsi, parce que dans ces conditions-là, il est très peu probable qu'elles soient soumises à une régulation physiologique qui leur permette de survivre et de produire longtemps de l'insuline. Mais si elles sont capables de se regrouper en îlots de Langerhans, comme c'est le cas ici, on peut espérer que cette situation-là se rapproche de la physiologie et soit durable. Donc donne un effet qui ait un intérêt médical. Autre exemple, alors cette fois-ci c'est une tentative de conversion entre guillemets lointaine, parce qu'on va passer des fibroblastes aux neurones. Donc mon schéma de tout à l'heure, juste pour... on ne peut pas espérer pire. C'est comme si on partait de M1 et qu'on veut aller à M7. Donc cellules qui sont très loin, entre le fibroblaste et le neurone, il y a vraiment des cellules qui sont aux antipodes et qui ont des propriétés et donc des gènes exprimés, des protéines présentes extrêmement différentes. Donc est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Donc si on arrive à faire ça, c'est une prouesse. La réponse est qu'on peut y arriver. Et finalement, de façon pas si complexe que ça. Ça a été obtenu vous voyez, il y a quelques années. Le papier ici date de 2010. Donc comment cela est fait? En partant d'embryons, en disséquant des tissus et en prenant des tissus, donc des fibroblastes, on enlève le tissu neuronal puisque ce n'est pas celui-là qu'on cherche à obtenir. On prend des fibroblastes embryonnaires dans le cas présent et ces fibroblastes, j'ai l'impression, on ne voit plus le pointeur, s'il est là. Les fibroblastes embryonnaires, on va les soumettre à l'effet de 3 facteurs de transcription sur lesquels les chercheurs avaient travaillé au préalable et ils montrent
qu'en présence de ces 3 facteurs de transcription, ces fibroblastes, sans retourner à l'état de cellules souches, sont capables de se transformer en cellules qui expriment, et c'est ce qui est montré en dessous, des marqueurs de neurones. Donc on peut transformer un fibroblaste en neurone, ce qui est quand même un résultat assez spectaculaire. En tous les cas, un fibroblaste embryonnaire qui n'est pas une cellule souche, qui exprime, par exemple, cette protéine TUJ1 ou NEN, qui sont des marqueurs de neurones, qui expriment des neuromédiateurs. GABA, c'est une de ces substances qui sont sécrétées au niveau des synapses, qui sont impliquées dans les transmissions de signaux entre neurones, ou des récepteurs aussi pour de tels neuromédiateurs, en près de 3 semaines. Donc c'est un résultat qui est assez encourageant. Mais ce sont des neurones. Un neurone fonctionnel, c'est un neurone qui établit des connexions avec d'autres neurones et donc des synapses, etc. Donc il faut que ces cellules, dans un organisme, puissent se connecter pour être fonctionnelles. Dans tous les cas, on peut convertir des fibroblastes en neurones finalement par un système expérimental qui n'est même pas si complexe que ça et qui est un peu moins long que certains que je vous ai montrés tout à l'heure. Pour le cœur, il y a aussi des pistes. Évidemment, l'intérêt de régénérer du cœur chez quelqu'un qui a un infarctus du myocarde et qui perd, mettons par exemple, toute cette zone-là qui est bleue, qui est infarcie, on imagine fonctionnellement, facilement que ce cœur va avoir du mal à battre et que cet individu va être en grande difficulté. Donc l'idée, c'est que si on est capable de lui rapporter des cardiomyocytes, donc les cellules musculaires cardiaques, qui repeuplent cette région-là, on peut repeupler une fonction cardiaque, rétablir une fonction cardiaque et peut-être améliorer la vie de ces individus. Donc à nouveau, l'idée, c'est d'essayer de voir si on peut reprogrammer les fibroblastes, qui sont finalement les cellules les plus facilement utilisables, bien qu'il y a d'autres possibilités, de les induire en cardiomyocytes, de les implanter localement et de régénérer, comme c'est schématisé ici, vous voyez que c'est mieux que là, de régénérer petit à petit, de réduire la zone fibrotique et d'augmenter, améliorer la fonction cardiaque. C'est l'idée sur laquelle un certain nombre de chercheurs travaillent. Et il y a quelques résultats obtenus, mais qui ne sont encore pas suffisants. C'est-à-dire, expérimentalement, on peut convertir des fibroblastes en cardiomyocytes. On peut montrer qu'après 7 jours de culture, donc on a avec des cellules qu'on a modifiées avec 3 facteurs de transcription, donc c'est souvent 3 facteurs de transcription, mais il y a plein de combinaisons différentes. On peut montrer qu'elles expriment la chaîne lourde à myosine alpha, qui est un marqueur de cellules musculaires cardiaques. On peut montrer qu'au bout de 14 jours, elles expriment ces cellules ont des structures de sarcomères qui sont typiques. Et de façon plus spectaculaire, au bout de 4 semaines, on peut montrer que ces cellules battent. Donc elles ont spontanément la capacité de contractibilité, qui est évidemment que vous connaissez les cellules cardiaques, que ces cellules on peut enregistrer leur électrocardiogramme. Okay, donc elles ont des capacités de cardiomyocytes qu'on attend d'une cellule qui fait fonctionner le muscle cardiaque. Ça prend 4 semaines avec ce système. Ça exprime aussi la troponine, qui est un marqueur biologique, protéine au bout de 2 semaines, qui est présente dans les cellules cardiaques. Le problème, c'est que ce système, donc qui fonctionne, il est, comme je vous l'ai indiqué ici, lent, il faut beaucoup de temps, et peu efficace, c'est-à-dire que le taux de rendement de production de cellules reste très faible, donc n'est pas utilisable tel quel aujourd'hui en thérapeutique, mais c'est une voie de recherche possible. Et comme vous voyez, il y a plein de voies de recherche possibles, il y a des efforts avec des stratégies différentes de reprogrammation. Ici, c'est une combinaison de 3 facteurs de transcription qui devaient être ceux qui étaient sur la diapo d'avant. Voilà, c'est ceux-là. Mais il y a d'autres combinaisons qui sont testées. On rajoute là, ce sont les mêmes, on les met sur le même fragment de gène, le même gène, de telle manière qu'ils puissent être produits ensemble éventuellement de façon plus importante. Ici, on rajoute un facteur de croissance des tissus vasculaires, le VEGF. Ici, on rajoute un 4e gène. On utilise une stratégie complètement différente avec des micro-RNA qui régulent l'expression d'ARN, donc ils vont modifier considérablement l'expression d'ARN et donc l'ARN qui sont importants pour la différenciation des cellules cardiaques. Donc, tout ceci est en train d'être testé, mais les résultats ne sont pas aujourd'hui probants pour obtenir une correction suffisante d'une fonction cardiaque telle qu'elle est testée expérimentalement. Et probablement que l'environnement tissulaire, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de l'environnement tissulaire, qui est une question importante de ces affaires de régénération. On n'est pas dans les tubes à essai. L'important, c'est ce qui se passe in vivo dans les organes, que dans les environnements ischémiés, où donc il y a eu beaucoup de nécrose cellulaire, beaucoup d'inflammation, beaucoup de fibrose, ne sont pas très propices à la réimplantation de nouvelles cellules. Donc idéalement, il faudrait apporter d'une part les cardiomyocytes, mais en plus d'autres cellules ou d'autres facteurs qui permettent leur implantation et leur développement local durable. Donc là, il reste des obstacles qui ne sont pas aujourd'hui levés dans l'approche de traitement par médecine régénérative des pathologies cardiaques. Mais naturellement,
cela reste une voie de recherche. Encore un autre exemple, je vais bientôt m'arrêter dans tous ces exemples, mais qui n'est pas inintéressant. Alors cette fois-ci, c'est une conversion proche entre les cellules voisines dans les schémas de différenciation. On convertit des cellules gliales, qui sont des cellules d'origine du neuroectoderme, en neurones et in vivo, donc dans un modèle expérimental qui est celui qui est indiqué ici. Donc c'est une reprogrammation directe in vivo de cellules gliales réactives en neurones fonctionnels après une lésion du cerveau et donc aussi, là il y a 2 travaux qui sont menés en parallèle dans ce papier, dans un modèle murin de maladie d'Alzheimer. Donc en gros, ces chercheurs cherchent à mettre au point un système qui convertirait des cellules de la glie, qui sont en gros le tissu de soutien du cerveau, en neurones au cours de la maladie d'Alzheimer. Bon, refabriquer des neurones chez les patients atteints d'Alzheimer. Donc ce n'est pas un mince enjeu. Et donc expérimentalement, qu'est-ce qui a été fait? C'est le principe, c'est qu'on utilise des cellules réactionnelles d'un processus pathologique, c'est-à-dire quand il y a un processus pathologique, que ce soit une lésion ou donc les dégâts provoqués par la maladie de l'Alzheimer, il y a une prolifération des cellules de la glie qui sont présentes en excès, une espèce de tissu cicatriciel de façon schématique en présence du cerveau. Donc l'idée, c'est d'utiliser le tissu cicatriciel pour refabriquer du tissu noble, les neurones, schématiquement. Donc comment ceci est essayé? C'est du thérapie génique in vivo, en utilisant les rétrovirus qui vont apporter aux cellules astrocytaires de la glie des facteurs qui vont les convertir en neurones. En l'occurrence, en neurones qui produisent glutaminergiques ou GABAergiques, c'est-à-dire ces 2 types de neurones différents qui produisent des médiateurs différents, qui ont des fonctions différentes, et dont on espère, vous allez voir que c'est en partie obtenu, ça c'est crucial, qui rétablissent des synapses. Encore une fois, pas de fonction sans synapse, sans connexion entre neurones. Donc c'est la tentative expérimentale qui a été faite ici, dans un modèle de lésion traumatique, encore une fois, ou de maladie d'Alzheimer, avec cette fois-ci, c'est assez spectaculaire, parce qu'il y a un seul facteur de transcription qui s'appelle NeuroD1, qui est un facteur important dans les événements de développement, de différenciation des neurones. Et les résultats obtenus ne sont pas négligeables. Vous avez ici, en haut, vous voyez les astrocytes, et en bas, des marqueurs de neurones, comme j'arrive plus à lire moi. NeuroD1, par exemple, ici, ou à côté, c'est NeuN. Et vous avez ici, in situ, la génération de neurones, par exemple, qui produisent des médiateurs glutaminergiques ou GABAergiques, qui sont avec des marqueurs colorants et des anticorps. On peut mettre en évidence au niveau de ces neurones, 1, qu'ils sont présents, 2, qu'ils ont ces caractéristiques. Ici, vous avez la situation 14 mois après traitement, donc il y a une certaine durée de l'effet. Donc ici, c'est dans le modèle de souris Alzheimer, encore une fois, après injection de ces astrocytes dans lesquels on a placé in vivo un gène qui les modifie et qui les transforme en neurones. Vous avez ici, visualisable par rapport aux souris contrôle, qui n'ont pas eu ce traitement, la présence d'un certain nombre de cellules qui expriment NeuroD1 ou NeuN, donc qui sont les marqueurs neuronaux. Donc vous voyez que ces cellules sont présentes en un certain nombre. On peut les quantifier ici. Et on voit augmenter, c'est ce que les colonnes grises ici, l'effet du traitement, et dans les zones étudiées, on voit émerger des neurones sous l'effet de ce traitement avec un seul facteur de transcription, ce qui est un résultat appréciable. On peut enregistrer des transmissions de signaux nerveux et des transmissions synaptiques, donc qui montrent que ces cellules sont capables, au moins dans une certaine mesure, d'établir des synapses, donc potentiellement d'être impliquées dans la transmission de signaux liés à l'activité, donc ce sont ici les signaux électriques liés à l'activité neuronale. Donc c'est un résultat intéressant, obtenu donc dans un système entre guillemets de conversion entre les cellules proches dans les schémas de différenciation. La grande question, c'est la durée de l'effet, même si on voit des cellules après 14 mois, ce qui est déjà pas mal, et dans quelle mesure ces circuits neuronaux, avec l'établissement de synapses qui se rétablissent, sont physiologiques. Parce qu'une étape de complexité supplémentaire, il faut que les cellules soient présentes, il faut qu'elles établissent des synapses, mais il faut ensuite que ces connexions qui s'établissent correspondent à des circuits physiologiques qui rétablissent des fonctions. Et ceci, pour l'instant, on ne le sait pas. Mais cette approche est intéressante, et je l'ai choisie parce qu'elle est finalement assez simple. Parce que c'est l'introduction d'un seul facteur par une forme de thérapie génique in vivo traitant ces cellules de la glie astrocytaire, qui permet une modification qui n'est pas négligeable.
Est-ce que ceci pourra un jour déboucher sur des applications thérapeutiques? C'est encore évidemment trop tôt pour le dire. D'une manière générale, on peut montrer qu'il y a énormément de combinaisons possibles. La conversion de cellules d'un type cellulaire en un autre dans un but thérapeutique, de reprogrammation, il y a énormément de façons de faire. Juste pour illustrer, évidemment, on ne va pas entrer dans les détails. Il y a une revue qui date d'il y a 4 ans, donc si la revue était reprise aujourd'hui, il faudrait en rajouter 2 pages. Mais vous voyez que, par exemple, si je prends cette ligne-là, on peut transformer des fibroblastes de souris avec ces 2 facteurs de transcription, CEBP-alpha et PU1, en macrophages. Si je prends, on va aller ici, des cellules de la souris du pancréas, en utilisant NGN3 ou NeuroD1 plus PDX1 plus MAFA, on a vu ça tout à l'heure, on fabrique des cellules bêta des îlots, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a plein de combinaisons qui ont été mises au point, qui permettent ces conversions, qui montrent d'ailleurs la fantastique plasticité des cellules, qui était totalement inenvisagée il y a 10 ans, aucune idée de ces phénomènes, et donc qui ouvrent pas mal de perspectives, mais avec aussi des limites que j'ai indiquées, et en particulier, je pense que la limite probablement la plus gênante, c'est l'implantation des cellules dans un environnement et l'établissement de liens d'interaction physiologique entre l'environnement cellulaire des cellules implantées et les cellules implantées. Et là, il reste des travaux importants à faire. Donc si on compare les 2 stratégies dont je vous ai parlé, les cellules souches pluriportantes et les approches de conversion, dont on a vu qu'aucune n'est encore au point pour traiter des malades, elles ont des avantages et des inconvénients. Pour l'utilisation de cellules souches pluripotentes, les facteurs inducteurs sont connus, les 4 dont j'ai déjà parlé. Ils sont communs à tous les types cellulaires. Alors pour la conversion, on a vu qu'il y a plein de combinaisons différentes, ce qui peut être un avantage, qui sont connues, mais il faut des systèmes différents en fonction du type cellulaire que l'on veut obtenir. Les modifications du génome, notamment épigénétiques, donc qui contrôlent de façon stable l'expression des profils de gènes, sont absolument majeures dans la transformation de cellules souches pluripotentes dans la cellule qu'on cherche à obtenir. Donc ça, c'est peut-être un inconvénient. C'est plus il y a de différences qui doivent être obtenues, plus il y a des risques que ceci ne se passe pas exactement comme il le faut. Alors que là, les modifications sont moins importantes. Elles le sont d'autant moins si la conversion est proche, par exemple, entre un astrocyte et un neurone, qui sont des cellules relativement, qui partagent déjà un certain nombre de caractéristiques. Le produit cellulaire ici, c'est une cellule souche pluripotente qui n'est pas utilisable directement, qu'il faut différencier ensuite dans un tissu. On l'a vu. Là, on peut générer directement des cellules matures ou des progéniteurs qui pourraient être utilisés directement. Donc, a priori, c'est plus simple sur ce plan. Est-ce qu'on est capable de le faire in vivo? Les cellules souches pluripotentes, non, parce que si on a des cellules souches pluripotentes in vivo, elles vont provoquer des tumeurs. La conversion, potentiellement, oui. On a vu des exemples expérimentaux de conversion in vivo. Les cellules cibles, par contre, dans le domaine des cellules souches pluripotentes, on peut cibler potentiellement tous les tissus, pratiquement. Il n'y a presque pas de limite. Alors qu'ici, il y a des limites sur la capacité de générer tous les tissus que l'on voudrait obtenir dans différents types de thérapeutiques. Et notamment, probablement, il faut utiliser les cellules proches. Encore une fois, l'astrocyte, pour donner naissance à un neurone, est une solution qui a plus de chances d'être efficace qu'un fibroblaste pour générer un neurone. Donc, avantages et inconvénients de chacun des systèmes, mais dans aucun cas, les problèmes sont réglés. Et pour terminer, je voudrais évoquer un autre point, c'est que si l'on veut générer des cellules, il faut les produire au laboratoire dans des conditions qui soient ad hoc, donc de grande sécurité, et aussi avec des facteurs de complexité supplémentaires qui sont à l'échelle du développement de l'application humaine. Il faudra des systèmes qui sont complètement imperméables, donc qu'il n'y ait pas de risque d'interaction avec les milieux extérieurs, ce qu'on appelle les grands bioréacteurs. Il faut que les systèmes soient automatisés. Il faut être un système reproductible, standardisé, où on peut tracer tous les événements. Donc il faut savoir que ces approches seront très lourdes, très onéreuses, mais il doit être possible progressivement de mettre en place ces systèmes de production cellulaire raffinés et dont on est sûr qu'à chaque fois qu'on la met en œuvre, elle aura à chaque fois le même résultat. Il faut que le système soit absolument reproductible, ça ne marche pas une fois, et une autre fois ça fonctionne, ça c'est pas acceptable naturellement. Et il y a le stade de plus, si on veut aller encore plus loin, c'est l'ingénierie tissulaire. L'ingénierie tissulaire, ça veut dire que non seulement on veut faire de la thérapie cellulaire, mais on fait la thérapie d'organes. C'est-à-dire qu'on veut refabriquer un organe. C'est-à-dire qu'on veut mélanger des cellules ou des substances de différentes origines pour refabriquer un tissu. Donc là, on est dans un degré de complexité qui est encore une échelle au-dessus, évidemment, où les choses ne sont pas
opérationnel aujourd'hui, mais il faut sachez, et je vais vous en montrer un ou deux exemples pour terminer, qu'il y a des efforts de recherche actuellement pour essayer de reconstituer de façon synthétique ou biosynthétique la constitution d'organes complexes où interviennent différents tissus, notamment les vaisseaux, très importants pour irriguer naturellement un organe, plus les cellules que l'on veut fabriquer. Pourquoi pas demain faire un pancréas où on a les vaisseaux qui irriguent le pancréas, les cellules de Langerhans entourées d'autres cellules qui les soutiennent et leur permettent de fonctionner normalement. Donc ça repose sur des matrices biocompatibles en 3 dimensions qu'on peut modifier, bio-imprimer et faire ajouter plusieurs tissus et vasculariser. Je vais vous montrer une ou deux images schématiques de travaux en cours où on essaye donc ici d'associer des cellules, des vaisseaux et du tissu de soutien, la matrice extracellulaire, de mettre ça ensemble selon une certaine anatomie 3-dimensionnelle. Par exemple, dans cet exemple ici, où on a le tissu cellulaire, la matrice extracellulaire qui va être placée de cette façon, les cellules endothéliales de celle-là, les cellules d'intérêt de cette autre façon, pour chercher à favoriser l'interaction la meilleure possible. Donc, vous imaginez le nombre de combinaisons qui peuvent être testées. Donc, il y a un exemple de travaux qui sont faits avec des cellules endothéliales et juste la matrice extracellulaire, donc c'est encore à une échelle simple, où l'espèce de matrice est mise en place pour favoriser leur interaction et obtenir ce résultat-là, qui n'est pas si mal, c'est une lumière vasculaire qui s'est constituée dans cet environnement en 2 jours, dans une certaine condition, avec certains facteurs de certaines protéines qui permettent naturellement, par exemple, la différenciation des cellules endothéliales. Donc c'est un champ de recherche dont l'enjeu, on le saisit rapidement, est majeur, mais dont la complexité est tout aussi majeure. C'est absolument évident. C'est illustré par ceci. Vous avez ici, ajouté les notions de temps. Vous avez la notion qu'il y a un tissu normal et au niveau chez le malade, et un tissu lésé. Je ne sais pas si ce sont le cerveau, les neurones ou le cœur, dont on a parlé tout à l'heure avec l'infarctus du myocarde. On va implanter une matrice. Il faut y mettre des facteurs qui vont permettre d'attirer des cellules ou de faire se différencier les cellules et petit à petit refabriquer un tissu normal. Donc, toutes ces étapes sont d'une complexité extrême et de façon artificiellement, on peut essayer, par exemple, sur une matrice extracellulaire, de coupler des protéines qui ont des fonctions particulières qui vont favoriser des interactions avec des cellules, des cols, des ligands qui vont permettre à les cellules de se coller, qui vont interagir avec les cellules. On peut y placer des facteurs de croissance qui vont interagir avec les cellules. Enfin, on peut combiner toute une série de facteurs à partir d'une matrice extracellulaire de tissus biocompatibles qui va favoriser la prolifération cellulaire, la différenciation cellulaire, la signalisation cellulaire, la migration cellulaire, le fait qu'elle ne meure pas, toute fonction cellulaire qu'il faut placer dans un environnement adéquat. Je vous illustre ici des éléments d'une complexité extrême, mais qui ne font pas reculer les équipes de recherche aujourd'hui, compte tenu de l'enjeu majeur que pourrait être demain ce type de médecine en médecine régénérative. C'est la même approche, je vais passer pour ne pas être trop long. Donc la conclusion de tout ça, c'est que tout ce que je vous ai raconté entre la semaine dernière et aujourd'hui, c'est une médecine de demain, peut-être d'après-demain, mais pas une médecine d'aujourd'hui, mais avec quand même, malgré la limitation de l'échelle de temps, qu'on est incapable de maîtriser naturellement, de multiples opportunités. Vous avez vu que les champs de recherche qui vont des cellules du diabète, du pancréas au cerveau, où on a parlé des globules rouges pour la drépanocytose, etc., énormément de voies de recherche. Il faut maîtriser très bien des processus complexes et y maîtriser les coûts qui, dans cette affaire, au niveau de l'application chez les malades, risquent d'être un point sensible. Donc on ne peut pas ne pas l'évoquer. Et juste pour terminer, et à titre de semi-plaisanterie, je vous montre le résultat d'une enquête qui a été publiée dans un journal très sérieux, où les chercheurs de ce travail, c'est un travail de recherche aussi, ont analysé des papiers parus dans les journaux non spécialisés, les journaux de la grande presse anglo-saxonne, je sais pas, le Times en Grande-Bretagne, le New York Times aux États-Unis, les journaux du Canada, entre 2010 et 2013, qui parlaient de cellules souches en essayant de voir, dans une perspective thérapeutique, à voir à quel nombre d'années était placé le fait que ces cellules seraient utilisées en thérapeutique. Et vous voyez que ça donne entre just around the corner, donc demain, très bientôt, dans moins d'un an, c'est quand même 5 à 10% à chaque fois, là, dans 1 à 2 ans, ou bien à l'inverse, in a distant future, il y en a quand même 15% qui sont très très prudents. Donc vous pouvez vous amuser à jouer, à voir si vous étiez journaliste d'un de ces journaux, où vous placeriez vos perspectives. Chacun peut choisir, il se place où il veut. Voilà, je vous remercie.